tu comprends, après mon maître de stage, elle m'a dit, vous savez Christelle, vous avez le temps de savoir ce que vous voulez faire dans la vie. Vous avez le temps, vous êtes jeune. Et puis voilà, JO c'est pas une fin en soi. Ok, alors là, ce que je vous raconte, c'est du vécu. Ça m'est vraiment arrivé. Heureusement que j'avais mes formateurs et mes groupes d'analyse de la pratique pour parler de ça et pour dédramatiser. Et c'est aussi pour ça que j'ai voulu faire ce live aujourd'hui. C'est parce que il y a des stages qui sont pas faciles, il y a des formations qui sont pas faciles, des alternances ou même des expériences professionnelles qui sont compliquées. Mais il y a aussi de belles expériences formatrices qui nous apprennent beaucoup de choses. Et aujourd'hui, c'est de ça qu'on va parler avec Laura, qui est l'experte en la matière. Donc là, voilà qui arrive. Hop, je vais la faire venir en direct. À ce moment, vous pourrez participer aussi aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. C'était souvent ma première question. Coucou! Coucou, bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir. Ça va, Laura? Ça va et toi? Oui. Alors, tout d'abord, je m'excuse pour ma voix nasillarde. J'ai la crève. Voilà. Autant vous le dire. Donc, de temps en temps, je vais tousser. Probablement renifler. Ce sera une soirée très humide. Mais j'espère quand même très formatrice. En tout cas, très sympa. Vous verrez toutes les facettes un peu de ma personnalité, normalement. Et aussi la crise fatiguée et malade. Mais tout va bien. Laura, je suis super contente qu'on fasse un live ensemble, en direct. Finalement, on s'est jamais parlé avant que par Non, à vocal. part par message écrit, ouais, ou interposé, mais c'est vrai que jamais en direct. C'est vrai, j'ai réalisé ça en raccrochant tout à l'heure quand c'est parlé. J'ai fait, mais quand même, j'aurais pu quelque chose. On est tellement habitués, du coup. Moi, je t'avais vu sur les émissions aussi Twitch, puis sur ta chaîne et Twitch, et du coup, l'habitude, tu vois. C'était un visage connu. On va peut-être se présenter à nouveau. Voilà. Donc moi, c'est toujours Christelle. Je suis éducatrice de jeunes enfants depuis 2009 et maintenant formatrice petite enfance. J'ai un site internet sur lequel je fais de l'accompagnement à la VAE de JE. Et donc Laura, qui est psychomotricienne, Tout je vais à fait. expliquer tout ça. Ce sera beaucoup plus intéressant que venant de moi. Donc ouais, Laura, donc psychomotricienne depuis 2015. Je suis actuellement en doctorat en psychologie, en travaillant du coup sur les thématiques du stress, du trauma, en lien avec l'épuisement professionnel, l'usure de compassion, tout ça, tout ça. Et j'enseigne actuellement principalement dans les écoles de psychomotricité et bientôt dans une école aussi d'aide-soignante. Autant vous dire que ce soir, ça va jeter du lourd, comme on dit. Euh, et ça que j'aime bien cette année, c'est que j'ai de plus en plus envie de faire des lives avec d'autres professionnels que des éducateurs de jeunes enfants pour aussi, parce qu'on travaille aussi en équipe pluriprofessionnelle, pluridisciplinaire et que c'est toujours intéressant d'échanger sur des sujets autres que, voilà, la nouvelle formule de cette année pour les lives. Donc finalement, c'est pas Team EGO, j'aurais dû appeler ça, mais Team Pro tout court. Je sais pas. Bah, carrément, c'est toujours une grande richesse de partager et puis de pouvoir voir aussi qu'il y a des points communs. Et je pense que la thématique de ce soir, c'est ça aussi, c'est que cette problématique, elle touche pas que les stagiaires en EJE, elle touche aussi bah, les stagiaires de psychomote, les stagiaires des autres professions, Oui, nos boulots, pro, enfin voilà. exactement. Et d'ailleurs, à tout moment, on s'est dit que si vous voulez participer, il suffit juste de cliquer sur la petite caméra avec le plus que vous avez en bas. Et on pourra vous faire venir quelques minutes pour parler d'une expérience que vous avez, positive ou négative, pour essayer d'échanger là-dessus. Voilà, donc à tout moment, n'hésitez pas. Nous, on peut démarrer par nos expériences. Moi, en introduction, je ne sais pas si tu as entendu tout à l'heure, Laura, où j'étais en pleurs en train de dire qu'effectivement, donc c'était la directrice, je faisais un stage en crèche familiale. Voilà, crèche familiale, c'est donc les assistantes maternelles qui amènent les enfants sur la crèche. Il y a quand même une directrice éducatrice de jeunes enfants. Et cette dame-là, un jour, m'a dit ça, elle m'a reçue dans son bureau, elle m'a observé quelques heures sur le terrain quand même. Et puis elle m'a reçue dans son bureau pour faire un bilan et elle m'a dit ça, texto, voilà, vous savez, Christelle, vous êtes jeune, vous avez le temps de savoir ce que vous voulez faire dans la vie. Ah ouais. Ah, forcément, après, retourne en groupe d'analyse de la pratique.
Elle m'a dit ça. Et j'y pense encore. Grosse remise en question de ta place, du métier que tu veux faire, etc. C'est ça, grosse remise en question. Déjà que je me suis déjà assez considérée comme un mouton noir pendant la formation. Mais là, c'était pire. Et, euh, et heureusement qu'on a quand même les groupes d'analyse des pratiques pour en parler. C'est vrai que j'y ai pensé des années. Après, avec le recul, voilà, il s'est avéré que c'était la première fois que je voyais cette dame, hein, qu'elle me voyait, puisque j'avais commencé le stage 3 semaines avant qu'elle était absente et elle était en dépression. Donc je pense qu'en fait, il s'agissait d'un transfert. Elle était dans un mood négatif et ouais, et du Donc coup, mm. elle était en période de re-questionnement, à se dire qu'est-ce que je fous là? Et en fait, elle me l'a balancé comme ça. Je sais plus quel âge j'avais en 2006, 2007. Je vais avoir quoi? Bref, donc 2007, faites le calcul. Et ouais, moi j'ai pris ça de plein fouet et c'est vrai que ça m'a traumatisée. Enfin, traumatisée. Non. Ça t'a marqué en tout cas. Mm. Beaucoup d'expériences comme ça, de stages qui m'ont marqué. Je sais pas, toi, si tu as eu des trucs négatifs. On parlera du positif aussi ce soir, ne vous inquiétez pas. Ah, Alors c'est vrai que globalement j'ai plutôt de la chance que ça soit parmi les accompagnants ou même au niveau des structures. En revanche, c'est vrai qu'il y a une situation qui m'avait marquée. Je me suis retrouvée, j'étais jeune diplômée à ce moment-là. J'étais en centre médico-psychologique donc pour enfants et j'étais à une synthèse et en fait les psychologues se sont clashés sévèrement. En fait, c'était les orientations en fait qui étaient en train de se confronter autour d'une situation d'un patient que j'avais aussi. Et en fait, il y avait ces deux regards. Il y avait le regard très plutôt psychanalytique et le regard plutôt cognitivo-comportemental. Et en fait, il y avait cette psychologue en fait qui disait peut-être que ça pourrait être envisageable de faire passer un certain nombre de tests pour voir le fonctionnement neuropsychologique de cet enfant, ce qui pouvait se poser. Et derrière, le regard très psychanalytique avec tout ce qui a trait à cette façon de penser ou de penser la prise en soin. Et donc, en fait, il y a une forte confrontation en mode, comme il y avait plus de psychologues avec une orientation psychanalytique, ils se sont pris très violemment, du coup, à cette personne qui était à ma droite, en fait, parce qu'il y a toujours aussi cette notion d'espace quand il y a ces débats comme ça. Et en fait, moi, je me suis retrouvée vraiment dans cette position du milieu avec deux psychologues d'un côté et une psychologue de l'autre. Et je sentais toutes ces émotions fortes, etc. Et je me suis dit qu'il n'y avait vraiment pas cette écoute, en tout cas, à ce moment-là, et ce respect des pratiques des uns des autres ou cette façon de penser. Et ça m'a pas du tout plu. Et d'ailleurs, ça a fut une des raisons pour laquelle, je t'avais dit par écrit, hein, ça a été une des raisons pour laquelle j'avais décidé de partir de cette institution parce que j'arrivais pas à pouvoir exercer avec ma propre pratique sans me dire on pense ça de moi ou ça de moi ou il faut que je colle à telle façon de penser ou telle autre. Et donc, j'arrivais pas à être forcément moi dans ma pratique aussi spontanée que je l'aurais souhaité. Et parce qu'il y avait un manque un peu de tolérance des pratiques des uns des autres. Et et, ça arrive malheureusement. et ça, t'as pu leur exprimer, ça a été entendu ou Oui, moi j'avais pris un peu la défense hein, sur le moment, mais c'est vrai que sur le coup, après quand je suis partie, j'ai expliqué hein, que ça me convenait pas, que pour moi voilà en plus j'avais une orientation moi aussi qui était un peu plus il y a des bonnes choses hein, dans toutes les orientations, mais j'avais une orientation qui était aussi plus sur un courant rééducatif et le fait que moi je fasse passer des tests, parfois des fois aussi c'était déjà remis en question. Donc en fait cet élément-là de synthèse bah j'ai l'impression qu'on remettait aussi moi en cause ma propre façon de pratiquer et sous prétexte que je faisais passer des tests, on me disait que c'était comme si on me disait que je faisais mettre des étiquettes sur les enfants, alors que c'était pas du tout ma façon de voir ma pratique. Donc oui, après on peut verbaliser et puis que j'ai expliqué hein, mon départ c'est après je me suis pas arrêtée à là, c'est aussi le fonctionnement de la vie aussi, les projets qui font que on a l'opportunité de partir, donc on va se lancer vers d'autres choses. Mais c'est vrai que ouais, il y a des situations comme ça des fois marquantes qui sont le moment où on se dit cette structure elle est pas faite pour moi. le poids des mots?
On se rend pas compte. Je cherche, il y a un livre qui s'appelle Le poids des mots et je crois que c'est Magali, une chouette à la cage, qui en a parlé l'autre fois de ce livre-là, Le poids des mots. Bon, bref, il faut que je me l'achète. C'est vrai que souvent en stage ou en formation ou même les gens ils se rendent pas compte de la portée de certaines paroles et de ce que ça peut provoquer chez l'autre. C'est vrai que moi c'est quelque chose pour lequel j'ai vraiment, c'était un peu ma valeur quand j'étais directrice à me dire, ouais, voilà, fais attention à ce que tu dis parce que bien connaître la personne que tu as en face de toi parce que en fonction de ce que tu lui dis, elle va pas prendre le message de la façon dont tu aimerais qu'il soit pris et qu'il faut vraiment s'adapter à l'autre. Voilà, je l'ai là, le poids des mots. Voilà, souvent, même quand on est étudiant, on se dit, non, bah, c'est pas celui-là, c'est pas grave. On a un peu l'avenir du futur professionnel entre nos mains et qu'en une phrase, on peut tout flinguer, en fait. La preuve, on s'en rend compte, on s'en rappelle encore, donc c'est quand même Ouais, important. même quand on est jury, quand on est tous ces moments-là d'échange où on est vraiment en tête à tête avec l'étudiant ou presque en tête à tête parce qu'on va être de jury peut-être pour un étudiant, et c'est des moments où il faut faire attention et effectivement des fois parfois il faut aussi être un petit peu plus dur dans ces mots parce que il y a besoin des fois aussi de faire un peu un électrochoc à certains étudiants qui sont en formation, que ce soit pendant les stages, pendant l'alternance ou même voilà, quand on est en formation d'enseignant, et parfois c'est important de pouvoir avoir des mots un peu plus durs, mais tout en étant dans la bienveillance et en acceptant aussi les émotions et en étant assez juste aussi dans ce qu'on dit. C'est-à-dire pas être dur pour pas donner derrière à la personne la possibilité de savoir comment s'améliorer ou comment pouvoir appréhender les choses différemment. Ouais, mais même en tant que jury VAE, on a, nous, aussi une charte de déontologie à appliquer, normalement. C'est vrai que parfois, il y a certains membres du jury, dans leur communication non verbale, déjà, on sent vraiment qu'il y a du jugement quand même. Enfin, on est jury, on est là pour juger, mais qui est pas vraiment bienveillant. Et aussi, pareil, dans la communication verbale. Il y a des jurys, il y a des personnes qui sont connectées aussi, qui l'ont vécu l'année dernière, où le jury va lever les yeux au ciel, ou dire carrément, de toute façon, moi, j'aime pas, je suis contre la VAE, quoi. Ah, merci, lui. Pas des mots de Jean Epstein, voilà, c'est ça. Jean Epstein, comment j'ai pu oublier Epstein, c'est mon petit Père Noël à moi, en plus je l'aime. J'aime beaucoup Jean Epstein. Vous voyez, Lucie, vous aussi, vous êtes une Bible. À chaque fois, elle me dit, c'est mon élève, ah, vous êtes une Bible. Ben non, vous voyez. Ben, en même temps, ce soir, je suis mal. C'est une excuse. Euh, c'est quoi ton, En me- tout- Hmm Pardon? c'est quoi ton meilleur souvenir pro? Alors ça, il y en a tellement. Je sais pas, j'ai pas pensé à un meilleur souvenir pro, mais quand là, tu vois, je suis partie il y a pas longtemps d'un EHPAD dans lequel c'était le premier job parce que j'étais à mi-temps longtemps dans un EHPAD jusqu'à l'année dernière. Donc pendant 5 ans, donc ça fait quand même voilà. Puis quand on arrive comme ça jeune diplômé, au bout de 5 ans, on n'est plus la même personne, on n'a plus du tout. On a mûri aussi dans sa pratique et dans sa façon d'être aussi avec ses collègues parce qu'on appréhende aussi ce milieu de la vie active. Et c'est cette reconnaissance. J'ai eu beaucoup de reconnaissance quand je suis partie, beaucoup de remerciements de ce que j'avais pu apporter en termes en tant que psychomotricienne parce qu'il n'y avait pas de psychomotricien avant dans la structure. Et j'ai eu beaucoup voilà de remerciements et j'ai senti vraiment que j'étais appréciée de l'ensemble de mes collègues, ce qui n'était pas forcément le cas quand je suis arrivée au début parce que je venais un peu chambouler les habitudes et où on a parfois des conflits avec des collègues parce qu'on ne pense pas les choses de la même façon et donc voilà on a toujours des petits compromis à trouver et des équilibres comme tu disais avec certains collègues de fonctionner d'une façon plus ou moins différente pour que les messages passent et donc c'est cette reconnaissance globale en fait et unanime et du coup ça m'a fait super plaisir. Et c'était un moment fort en émotion aussi, le fait de partir, mais tout en sachant qu'on avait fait du bien et qu'on partait aussi pour des bonnes raisons, parce que je partais pas avec de la rancœur ou un manque de bien-être dans cette structure, quoi. Mais tu Et sais, toi? formation, je me rappelle que formatrice, une psychanalyste, en plus c'était ma prof de Gap,
Mais en cours de psychanalyse, elle nous avait dit clairement, vous faites JE, mais vous aurez jamais de reconnaissance dans votre métier. Déjà, on part bien. Mais pourtant, moi, je l'ai vachement vécu à plusieurs moments. Et c'est vrai que cette reconnaissance-là, c'est surtout ça qui donne des... Waouh, qui te dit, purée, j'adore mon métier, j'adore ce que je fais. Moi, mes meilleurs souvenirs, c'est ça, c'est ces moments-là où, quand tu fais une réunion de parents ou une fête avec les familles, avec les pros, et qu'à la fin de la réunion, les parents, ils viennent nous voir, ils nous remercient, ils nous disent, c'était génial, j'ai appris beaucoup de choses, j'ai partagé des moments avec mon enfant, merci pour tout ce que vous faites pour eux, etc. Et je me rappelle toujours de quand j'étais directrice de crèche, où à la fin d'une réunion de parents, les parents, ils étaient tellement contents de ce qu'on avait présenté. Tous les ans, les filles, après, les parents, ils claquaient la porte, et les filles, c'était trop bien! Et c'était éclaté parce qu'on s'était éclaté. On avait présenté vraiment des trucs aux parents sur notre année, sur notre travail, sur nos valeurs, sur ce qu'on voulait mettre en place. Et elles étaient tellement contentes de ce moment et bah, c'était chouette. Franchement, c'est des moments que je regrette pas parce que voilà. Moi, je suis moins fan. Je sais qu'il y en a beaucoup aussi qui m'envoyaient des messages qui sont attachés aux enfants et c'est des moments difficiles de les voir partir, etc. Ou des moments de bonheur, au contraire, les voir partir. Moi, par contre, c'est des moments auxquels j'arrivais vraiment à me détacher et à me dire, moi, j'ai fait le job, il s'en va. Et c'est vrai que j'ai rarement versé ma larmette quand un enfant part, parce que c'est vrai que dans ma tête, je me dis, bon, nous, on est sur les moins de 3 ans, hein, donc il s'en rappellera pas. Mais c'est vrai que je suis moins là-dedans de me dire les meilleurs moments ou les moments les plus difficiles, c'est quand ils partent. J'ai reçu beaucoup de messages là-dessus aussi. Aujourd'hui, dans... Ouais, je vois ce que tu veux dire, mais c'est vrai que en fait, il y a ce lien de reconnaissance, comme tu dis, avec enfin, pour le coup, nos patients. Quand j'étais en libéral, les parents, les mamans, les petits cadeaux aussi qu'on peut t'offrir, et des fois qui sont faits maison par l'enfant, tous ces petites choses-là, en fait, c'est tout ça, ces signes de reconnaissance-là, qui font aussi des bons moments parce qu'on se dit que au-delà des bons moments qu'on passe avec l'enfant ou la personne âgée, parce que j'ai fait les deux extrêmes, où tu vois les progrès, où tu vois les réussites, où tu passes aussi des bons moments parce que tu aimes ton métier. Enfin, voilà, moi j'aime mon métier et je prends du plaisir à le faire enfin, tous les jours et même dans la transmission actuellement. Et c'est vrai que ce côté, voilà, aussi, cette reconnaissance qui passe par le parent, l'entourage, elle est aussi importante et ça nous nourrit en fait en tant que professionnels. Et c'est ce qui fait aussi que bah, on continue à faire ces métiers-là. Ouais. Hello, éducate-toi, les intergalactiques. On est là, ça va bien. Bonjour. Anne-Laure nous dit, c'est vraiment ce qui nous fait avancer, qui nous booste à continuer notre métier et de toujours s'améliorer. Cyril nous dit un simple merci des fois. Ouais, bah, Vraiment. sur lui, éducate-toi. Eh, les amis, à tout moment, vous pouvez venir aussi partager vos mecs. Si vous Les voulez, meilleurs et les pires. les meilleurs et les pires. On va peut-être partir d'une expérience qu'on m'a envoyée qu'on m'a envoyé la dernière fois. Je vous ai lancé des petites boîtes à questions cette semaine, enfin ces 2 derniers jours, et vous avez été super réactifs. Il y en a qui ont des expériences de fou. Donc désolé si je vous regarde pas, parce que du coup je regarde les questions. Ah tiens, les questions sur mon ordinateur. Donc on a Emma qui m'a fait un long message l'autre jour et qui avait dit donc stage qui m'a marqué positivement, c'est mon stage dans un jardin adapté. Ça m'a marqué que j'avais pas mal d'a priori sur les enfants porteurs de déficience. Et, et au final, je me suis rendu compte, excusez-moi, qu'ils étaient tout simplement des enfants avec leurs propres besoins et leurs propres difficultés. Et ça, comme n'importe quel enfant, qu'il ait un handicap ou non, j'ai bien vu que le plus important, c'était de les observer afin de comprendre leur fonctionnement. M'y adapter pour leur proposer des réponses adéquates. C'était vraiment une très belle expérience, d'autant plus que c'est un stage où j'ai pu faire pas mal de choses. C'était vraiment très enrichissant. Et il y a une fin. Ah oui, après, elle m'a donné son expérience négative. Donc, ah oui, j'avais parti sur la positive, là je pars sur la négative, tout va bien. Je vous rappelle que je suis malade et que j'ai la crève aujourd'hui, mais je suis encore là. Euh... Tu veux qu'on parte sur les mauvaises expériences ou les bonnes d'abord? Bah,
Après, dans les bonnes, globalement, on va retrouver ce qu'on a dit, c'est-à-dire ça va être tout le contraire de ce qu'on a vu dans les certains témoignages négatifs que tu as reçus et que j'ai aussi reçu de mon côté. C'est que c'est cet enrichissement, ce côté victoire à chaque fois qu'il y a un patient qui va progresser ou qu'il y a un enfant qui va qu'on va réussir notre atelier, qu'on va réussir les choses, qu'on va avoir de bons rapports aussi avec nos collègues. Et puis après, dans le négatif, on va retrouver tout ce qui est un peu facteurs de risque psychosociaux, c'est-à-dire et là on va pouvoir prendre les exemples un petit peu et puis en discuter, mais on va retrouver tout ce qui est notion de glissement de tâches, les notions d'exigence temporelle, de pression hiérarchique, le manque de reconnaissance. On va retrouver aussi La- le fait, la confrontation des valeurs aussi, Il y a carrément de la maltraitance et de la la malveillance. maltraitance aussi, ouais. Des moments L'opposition de valeurs, quoi. Ouais. en stage, dans un IME, il y avait de la maltraitance. euh, et il y avait de la malveillance, une directrice malveillante qui nous faisait pleurer quand on sortait du bureau. Ouais, ça, j'ai connu. Ouais, c'est ce que tu disais ça, les dépassements des fonctions référentes de stage qui voulaient que je fasse des dépassements de fonctions. Souvent, on parle de cette chose-là que les stagiaires, nous, en crèche, on dit que c'est des bouches-trous et qu'on a besoin de bras en plus. Et donc, on prend des stagiaires euh, voilà, qui ne sont pas forcément là pour observer, mais être dans l'action, vite, 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 parce qu'on en a besoin, et gratuitement en plus. Ça, c'est souvent récurrent. Nous, en tout cas, dans les EHJE, oui. La vraie réalité de travail, ouais, c'est ça. Malheureusement, ça existe pour tous les corps de métier. Mm, mm. Ce côté-là, j'ai entendu moi des témoignages de collègues qui parlent sur les réseaux où des fois on sait les lieux un peu aussi pour se confier, c'est nos espaces un peu de ressources comme tu disais, les temps d'analyse de pratique, les moments où on va sur les réseaux pour se confier à cœur ouvert sur ce qu'on a pu voir ou entendre, en essayant de garder au maximum l'anonymat, mais bon, c'est pas des fois ça dépasse un peu, mais ce côté où des directions maltraitantes, des directions qui nous reconnaissent pas dans notre place, ou à la moindre occasion, par exemple chez les psychomotriciens, on va nous demander d'aller faire des toilettes alors que c'est pas notre fonction, qu'on n'a même pas de formation pour ça. Voilà, c'est quelque chose que qu'on rencontre, oui, tout à fait, comme disait Cyril Léduc, on la retrouve un peu partout, cette maltraitance. Et alors, à moindre niveau, heureusement, il existe des structures qui vont plutôt bien et qui font des efforts en termes de qualité de vie au travail. Et voilà, j'ai de la chance en ce qui me concerne encore une fois, mais ouais. Ouais, tu parlais de ça, les toilettes, comme tu disais, c'était le cas d'Amandine. On lui demande d'arrêter les ateliers lecture par enfant pour récurer les toilettes. J'ai tout arrêté. On m'a dit que j'avais redressé la situation et qu'on me sentait plus au JE. Vive les chiottes. J'adore quand vous m'envoyez des témoignages comme ça. Cyril, tu nous avais dit aussi par message, je me retrouvais seule face aux résidents d'un CHS sur un temps de soirée suite à un clash avec l'éducatrice. Ouh, si tu veux venir nous en parler maintenant, tu peux, si tu veux. Venez, viendez, hein, si vous voulez avec nous parler de vos stages. C'est ça. Vous appuyez sur le petit plus en bas et on discute de ça entre nous. Ça m'aidera aussi également parce que j'ai les sinus complètement bouchés. Venez nous aider. Venez aider Laura. Personnellement, j'ai effectué un stage dans une unité d'une pouponnière où l'équipe ne voulait pas plus accueillir de stagiaires. Je vous laisse imaginer la suite. Ouais, ça m'est arrivé aussi. Mon stage long l'éduc, déjà qui voulait me former, on m'avait imposé à elle alors qu'elle venait de prendre son poste. Donc ça a été du grand n'importe quoi. Oui, j'ai un petit plus qui s'affiche. Ah ah. On m'a dit ça, là, il y a aussi un témoignage pareil. Où j'ai un peu répondu dans une de mes stories, c'était une étudiante qui me disait que son stage avait été vécu très long parce qu'en fait, quand elle arrivait, sa tutrice en fait a voulu démissionner au bout d'un mois. Alors certainement pour des situations où se sentait plus bien dans son institution. Mais c'est vrai que des fois, il y a aussi ce côté où on va imposer aussi des stagiaires aux salariés. Et ça, j'en entends aussi parler, des structures qui demandent même pas l'avis du professionnel et qui leur mettent des stagiaires dans les pattes. Et je dis ça entre guillemets parce que parfois on arrive dans une structure, on est jeune diplômé ou alors on vient juste d'embaucher et on va avoir directement des stagiaires
Et c'est un temps de préparation, ça demande un engagement, ça demande une disponibilité aussi. Et si nous, on a pas mal de choses à gérer sur notre travail, bah parfois avoir des stagiaires, c'est pas le bon moment et c'est pas le moment où on va pouvoir nous aussi accueillir et être pleinement disponible. Alors après, on va s'en débatouiller. Mais c'est vrai que gérer et des difficultés institutionnelles et en plus avoir aussi la tâche de transmission et d'enseignement, bah c'est pas toujours évident. Donc bah oui, il y a cette place d'étudiants qui arrivent là finalement, qui n'étaient pas forcément où le tuteur n'avait pas forcément envie qu'il soit là. Et puis, il y a le tuteur derrière qui est là aussi, qui a ses propres, et trouver les points de vue des uns et des autres. Je réponds juste à Cyril qui a fait une demande, mais ça marche pas en fait, Cyril. Je vais essayer de valider. Hello, les chroniques de Monsieur J. Oui, et merde, j'ai oublié ce que je voulais dire, mais ok. Euh, c'est vrai que quand on accueille un stagiaire dans les structures, c'est vraiment, selon moi, quelque chose qui doit être préparé. C'est-à-dire qu'on ne se lance pas comme ça, voilà, tiens, un stagiaire, ça va au téléphone qui se casse la gueule, mais tout va bien. Ça va nous faire des bras en plus. C'est vraiment un réel projet et je pense que les Ouais, ça se pense. voilà, ça se prépare, ça se rédige et voilà. Les personnes qui sont OK pour prendre des stagiaires pour être maître de stage, bah go quoi. Mais du jour au lendemain, effectivement, je comprends qu'accueillir un stagiaire quand on n'en a pas envie. Et puis moi, je me rappelle de cette fois-là où donc je disais cette situation-là où l'éducatrice avait rien demandé et on était vraiment en compétition parce qu'en plus on nous a Hey Cyril! Hello. Comment ça va? Bah ça va. Bonjour. Hello, hello. Putain, c'est un exercice plutôt sympa ce truc-là, dis donc. Ça y est, ça a marché. Ouais, mais parce que je pense qu'il fallait que je quitte le live. Ah, tu nous as manqué. Enfin, je l'ai pas vu partir, mais c'était cool. Ça va, ça a été ta journée, tu as l'air bien fatigué. Oh, mais non, mais ça c'est pour faire genre. C'est quand on est éducateur, faut faire genre qu'on travaille. Parce que souvent on nous dit qu'on fait pas grand-chose. Ah, moi, je Donc, vais arrêter de la jouer. Donc, c'était ton expérience en CHS. C'est quoi un CHS? centre d'hébergement et de stabilisation. C'est avec- Il y a un c'est trop de sigles, trop de sigles. mot de six Cyril tremble, terrible. J'ai pas mis de trucs. J'aurais dû demander à Monsieur J CHS, il est tellement fort en sigle. Ah oui, je viendrai après si tu veux. Tu vas nous raconter tout ça. Et donc, t'as eu un clash avec l'éduc. En fait, c'était un truc de fou, parce que ça rejoint un petit peu ce que disait Laura, si tu veux te bêtiser juste avant. C'était qu'en fait, je suis arrivé dans une structure où déjà j'ai été pris en tant que stagiaire sans passer d'entretien d'embauche. Mhm. Et en fait, on s'est retrouvé à 6 stagiaires pour 3 éducs. Ah ouais. Marche Et dessus. tout le monde était en burn-out. Et finalement, en fait, je décide de faire une soirée pour voir un petit peu comment ça se passait. Parce qu'en fait, centre d'hébergement et de stabilisation, c'est avec des adultes. Et moi, j'étais avec des adultes de 18 à 30 ans. Et je me dis, je vais faire une soirée, voir comment ça se déroule. Et je me retrouve au final avec une intérimaire, parce qu'il n'y avait plus d'éduc. Et elle s'est pris la tête avec tous les résidents en plein repas. Et là, elle se lève et elle me dit clairement, moi c'est mort, je finis pas la soirée, je me casse. Ah ouais. Ambiance posée. Donc moi je me dis, bah, je suis simple stagiaire, enchanté, hein, je voudrais juste découvrir. Et en fait, elle s'est vraiment barrée. C'était quelle année? Voilà. Je commençais ma deuxième année. Ouais. Je commençais ma deuxième année. Et en fait, elle s'est vraiment barrée, elle a refusé de remonter dans les locaux. Et du coup, je me suis retrouvé avec une trentaine de résidents à devoir calmer, à devoir discuter avec eux, etc. Donc comment dire qu'il y a plus agréable, en tout cas quand on est stagiaire. Quand on se retrouve face à ça, surtout qu'en plus j'étais plutôt jeune, c'était parce que enfin je trouvais que j'étais jeune quand même parce que 18-30 ans, moi j'en avais 22. C'est écrit derrière toi. Ça lance. Et vas-y, attends, je te montre. Ça te perturbe. Ouais. Le Et- Attends, charme. le charme d'une maison, c'est les amis qui la fréquentent. Oh, putain. C'est stick. Ouais, t'as vu ça. Donc du coup, voilà, c'était un peu l'expérience négative. Et comment t'as géré le truc? Et ben je me suis mis à discuter en fait, à dire les choses que ça se passait très très mal dans cette structure, vraiment très très mal. On avait une CESF, donc une conseillère en économie sociale et familiale, qui était quasiment en burn-out total. Et les résidents la cherchaient toutes les 2 secondes. Et en fait, ça partait en total, enfin, ça partait totalement en vrille.
une stagiaire finalement qu'on a appris qui couchait avec les résidents. Ensuite, on a appris aussi que la direction s'était fait renvoyer après mon stage. Enfin, c'était vraiment, enfin le. Ouais, une institution qui allait très mal, quoi. Ah ouais, moi quand je suis parti après mon stage, j'ai appris que tout le monde avait été renvoyé ou était parti en tout cas. Donc ouais, c'était une expérience plutôt compliquée. Et c'est vrai que, juste pour revenir sur ce que vous disiez sur les mots à dire, c'est vrai que quand on est stagiaire et qu'on commence tout juste, les mots sont hyper importants parce que du coup, on n'est pas non plus très sûr de ce qu'on ressent, de si on est fait pour le métier et tout. C'est vrai que des fois, quand on a des termes un peu compliqués ou qu'on est mal accompagné, bah, ça peut faire vite des remises en question et l'abandon arrive très vite en fait en tête. Ouais, on peut quitter la formation et se dire, ben voilà, je suis pas fait pour ça. La réalité du terrain, on pense que c'est la réalité du terrain, que ça va être comme ça partout. Et voilà, quand on se dit, ben voilà, je vais lâcher l'affaire parce que c'est Ouais, en pas. général, les premières expériences, elles sont ultra importantes pour la suite parce que quelqu'un qui va avoir peut-être une mauvaise expérience en EHPAD va se dire, bah, l'EHPAD, c'est pas pour moi. Et alors, enfin, moi, je parle d'EHPAD parce que voilà, dans Psychomote, on est beaucoup dans les EHPAD ou dans les structures. Mais et du coup, va se dire, bah, moi, je vais aller avec des enfants, alors qu'en fait, bah, d'une structure à l'autre, c'est complètement différent et c'est pas du tout le même fonctionnement, quoi. Tu parlais, Cyril, en IME, au contraire, tu avais une bonne expérience. Ouais. Ça Parce t'a que- permis de saisir le sens et l'intérêt de tes interventions, instituts médico-éducatifs, IME. ouais. Parce que ça venait d'une mauvaise expérience encore. Parce qu'en fait, moi, j'ai fait ma formation en apprentissage dans une maison d'enfants à caractère social avec des ados. Pareil, équipe un petit peu, c'était compliqué. Les ados étaient assez ardos. Et je me suis retrouvé au bout de 2 semaines seul face aux ados, sans collègue avec moi, et du coup à devoir gérer ça avec une jeune fille qui pouvait partir en crise sans problème, en jetant des verres, en t'insultant de tous les noms, etc. Donc c'est vrai que moi en plus je venais de secteur commercial, donc je me suis dit oula mais qu'est-ce qui se passe, mais qu'est-ce que c'est que cet énergumène? Mais elle insulte tous mes grands-morts en plus. Du coup je me dis mais qu'est-ce qui se passe? Donc j'étais en train de me dire je vais lâcher, hein, franchement, je suis pas fait pour ça. Et finalement l'institut médico-éducatif dans lequel j'étais m'a permis de mieux comprendre l'intervention de l'éducateur et de mieux comprendre le côté d'observation, le côté aussi d'analyse, de pourquoi on fait telle action, de pourquoi on va mettre telle activité en place. Et vu que c'était très ritualisé, ça m'a permis vraiment de comprendre ça et de reprendre goût, en tout cas, au métier d'éduc et de continuer la formation finalement. Oui, carrément. Et en termes, au niveau, par rapport à ta situation négative, euh, comment toi enfin, est-ce que toi, enfin, c'était un stage long, c'était un stage court, ça a duré combien de temps? Parce que je ne sais Euh, pas comment ça fonctionne vos stages alors en moi, en éduc. apprentissage, du coup, ça a duré les 3 ans. Les Et 3 ans toi, dans cette d'apprentissage structure-là? dans la structure de l'AMEX, au début, la maison d'enfants à caractère social. Et dans le centre d'hébergement avec les adultes, ça a duré 3 mois d'affilée. Ah ouais, 3 mois d'affilée où là, on n'avait pas de regroupement parce qu'habituellement, c'est vrai que c'est une semaine sur deux ou à ce moment-là. Là, à ce moment-là, c'était 3 mois d'affilée sans aucun regroupement à l'école. Ce qui permet, enfin, finalement, c'est vrai, quand on est stagiaire, l'école nous permet un petit peu ce sas de décompression et carrément. de pouvoir discuter aussi avec les autres en disant, mais t'as vu ce qui m'est arrivé? Et l'autre qui va dire, bah, c'est pire que moi. Bon, bah, ça me rassure. Donc, voilà. Et là, on l'avait pas forcément et c'était 3 mois d'affilée. C'était pas forcément évident. Éducateur à domicile, bravo, qui nous dit après de longues et belles années en milieu associatif, me voilà éducateur spécialisé en libéral. Ancien chef de service en MEX, je m'attachais au bon accueil des stagiaires. L'importance du titre. 3 ans dans la MEX, ça donne envie de rester ou de fuir. Ça, c'est Alima qui pose la question. Bah écoute, bah, je suis resté hein, parce que j'ai travaillé 5 ans au total en MEX. Donc, je suis resté hein, finalement. Là aujourd'hui, je fais plus de la MEX, je fais plus du foyer, mais c'était finalement, en fait, la MEX c'est très drôle parce que c'est très paradoxal. Ça a été les souvenirs les plus compliqués et en même temps les meilleurs souvenirs avec les gamins. Euh, Parce que du coup, tu vis avec eux, t'as des histoires très complexes. T'as aussi des moments où c'est très violent pour toi parce que prendre du recul tout le temps, c'est pas évident. Mais en même temps, c'est les moments, tu vois, moi c'est ce que je disais à un moment donné, bah, je crois que c'était toi, Chris Rigolo, qui m'avait posé la question, Christelle. Les meilleurs moments, souvent les au revoir finalement. Et en mec, Oui. c'est plutôt touchant parce que c'est à ces moments-là aussi où tu te retrouves un petit peu, voilà, là,
tu te lâches un peu plus et en mec, t'apprends à rester toi-même. Et à pas avoir ce rôle de dire je suis éducateur, faut que je sois comme ça et tout, faut que je sois droit, machin. Non, faut que tu fasses avec ce que t'es et avec ce que tu peux proposer. Et c'est plutôt pas mal. Mais c'est épuisant. Moi, j'avoue que c'est un rythme assez épuisant sur la longue. Mm. Après, ouais, ça, de toute façon, dans tous les cas, d'une structure à l'autre, c'est peut-être pas, encore une fois, enfin, c'est l'annexe dans laquelle toi tu étais, mais l'annexe d'à côté est peut-être complètement avec une situation qui est similaire au Mm. CLGS, que tu disais. Et c'est vrai que c'est ça le problème, c'est qu'il y a aussi une grosse diversité dans les politiques de qualité de vie au travail d'une institution à l'autre, et qu'il y a il y a des structures, il y a des entreprises qui investissent dans cette qualité de vie au travail. Il y en a d'autres qui la laissent complètement à côté, alors que pour autant, la prévention du stress, la prévention des troubles musculo-squelettiques, la prévention tout court, c'est une obligation du Code du travail, et malheureusement, c'est quelque chose qui n'est pas appliqué dans l'ensemble des structures. Mais de plus en plus, moi je vois, puis on m'a demandé aussi qu'est-ce qui faisait partir les gens en libéral et qu'est-ce qui faisait que les gens partaient en libéral ou se lançaient en indépendant, quoi. Après, ça reste ces réalités-là, ces réalités terrain, les institutions où ça fonctionne pas, où voilà, où on ne trouve pas ce qu'on attend vraiment. Et moi, je trouve qu'effectivement, on est de plus en plus à se lancer en libéral, alors qu'il y a une dizaine d'années, personne n'en parlait en fait. Après, là, il y a éducateur à domicile qui parle aussi des accueils d'enfants qui relèvent pas forcément du type de structure à laquelle c'est attribué. Ça, je l'ai vécu aussi en CMP, où enfin voilà, c'était des enfants qui relevaient plutôt d'un centre médico-psychopédagogique qu'un centre médico-psychologique, et où pareil, enfin du coup, c'était ça aussi qui créait aussi des conflits dans l'approche aussi qu'on va avoir. Parce que si on est dans une structure qui est à visée pédagogique, on n'est pas dans une structure qui est visée aussi d'accompagnement psychologique, même s'il peut y avoir les deux, mais ouais, ça a l'air d'être quelque chose de similaire là dans ce qui est évoqué. C'est problème d'indication, mais ça, ouais, comme ça, c'est un autre débat, je pense. Après, par rapport aux mecs, parce que je voyais que Alima disait que du coup, les mecs, c'est souvent très compliqué, ça va rarement bien. En fait, ça dépend, et ça, c'est souvent le cas de l'équipe aussi. Moi, la première mix que j'ai fait, l'équipe changeait beaucoup. Pareil, à un moment donné, on s'est retrouvé à deux apprentis, deux stagiaires avec deux titulaires. Au secours, bonjour. Par contre, la dernière mix que j'ai fait, on était une équipe qui tenait plutôt bien la route. Et quand on est dans une équipe qui rassure, en tout cas au quotidien, et qui se permet de se dire, bon, bah là, je peux aller au travail sans avoir la boule au ventre, en me disant, je sais que, voilà, ça, le cadre va tenir, en tout cas, même si ça va partir en cacahuète. Ça permet de rassurer et de créer un vrai climat, mais après, les mecs, en général, ça dépend aussi de la structure. Des fois, on a des structures, je pense à celle où je travaille actuellement, enfin, en tout cas à laquelle je suis rattaché, il y a plus de 120 enfants. Oui. Il y a des structures où on peut avoir des tout petits groupes de vie avec 11 enfants, et là, c'est beaucoup plus évident aussi de créer un climat un peu plus apaisé, un peu plus familial, un peu plus, voilà. Et après, l'ASE là-dessus, bon, bah, Éducateur à domicile qui nous dit le libéral est une alternative très importante et c'est vrai. À Lima, le libéral est une opportunité de faire un vrai travail qui est pas toujours simple en structure. Et une chouette à la crèche nous dit quand je vois le nombre de mes collègues de formation qui se sont déjà reconvertis, c'est triste pour notre métier quand les conditions de travail font fuir. Mais c'est vrai que moi aussi, j'ai commencé il y a peu de temps après avoir commencé en institution, je me disais waouh. Alors, comment je peux faire pour me mettre en libéral? C'est une idée que j'ai depuis 10 ans maintenant, alors que voilà, sans vraiment me lancer en me disant ouais, non, c'est pas ça ce que je veux, c'est pas ça que je veux pour les enfants, c'est pas ça que je veux pour les professionnels, c'est pas ça que je veux. Et pourtant, j'ai fait plusieurs. J'ai une question, j'ai juste une petite question. Éducateur à domicile, enfin peut-être vous pouvez me répondre. Qu'est-ce que c'est une instance de régulation? C'est un espace de réflexion et d'analyse des pratiques ou c'est autre chose? Ouais, un éducateur à domicile disait votre live est très chouette, mais je vais bientôt devoir aller en instance de régulation avec d'autres professionnels, psychomotriciens, psychologues et pédopsychiatres, de l'importance des temps de régulation.
Contactez-moi, sourire. Hein? Ah, ok. Un espace de type Gap. Alima avait trouvé. Donc, un groupe d'analyse pratique. D'accord, ok. Ouais, donc oui, groupe d'analyse des pratiques. Ok, ça marche. Le Gap. C'est le groupe d'analyse des pratiques. On pense que c'est un trou sans fond, mais non, c'est très utile, en fait. Bah, carrément, c'est important de pouvoir confronter ce qui se passe sur nos terrains. Et puis c'est là aussi où, quand on n'a pas on n'a pas forcément les moyens ou la chance de pouvoir avoir une supervision d'un psychologue sur nos structures, et ben ça permet vraiment d'échanger, de confronter nos situations et puis de s'accueillir avec bienveillance et de pouvoir se réconforter aussi les uns les autres. Et puis quand t'entends que si toi, t'es à 10 à dire que ça va pas, mais que t'entends une ou deux personnes qui te disent que dans leur structure ça va, c'est que t'as un peu espoir aussi en te disant bah que que tu peux quand même trouver des structures qui vont aussi bien et puis ça permet aussi de se rassurer et puis de se réconforter. Et je trouve que c'est voilà, Qui réconfortant. n'a pas encore vécu un burn-out au travail? Levez la main. Comment c'est toi qui me disais qu'on pouvait reconnaître un burn-out? Ouais. Alors, il y a des signes, hein, effectivement, de l'épuisement. Burn-out, épuisement professionnel, c'est la même chose. C'est juste que souvent on dit burn-out, ça fait un côté anglais, c'est pas mal. C'est plus séduisant, peut-être. C'est beau. Mais oui, il y a un test qui s'appelle la MBI, qui est l'Inventory Burn, c'est /Burn Inventory. Je vais vous l'écrire dans le chat. Dans le chat. C'est un petit test en fait qui permet de voir un petit peu au niveau du centre. Alors, on va retrouver globalement le sentiment d'accomplissement, le sentiment de l'épuisement émotionnel, l'épuisement au sens surcharge émotionnelle, etc. Ça va évaluer ça, ça va poser des questions donc sur cette thématique-là, ça va poser des questions sur le sentiment de déshumanisation parce qu'en fait, à partir d'un moment, surtout dans le métier de la relation d'aide, c'est qu'à un moment donné, en fait, avec l'usure de compassion, avec l'épuisement professionnel, on peut se retrouver à perdre ce côté humain et ce rapport à l'humain et devenir très technique en fait dans notre façon d'aborder les gens et du coup perdre ce qui fait notre métier aussi où on va arriver en tant que personne avec qui on est comme tu disais Cyril, c'est qui on est qui est important en fait et c'est ce qu'on va amener aussi de nous derrière le professionnel aussi et du coup en fait ces trois domaines-là vont être en fait évalués enfin questionnés du moins parce que c'est un questionnaire hein, dans ce MBI. Donc dans ce petit test qu'on peut faire et on peut le faire aussi en ligne. J'ai trouvé un site tout à l'heure assez facile pour pouvoir aussi le faire en ligne directement. C'est comme aussi tout ce qui est échelle d'événements de vie. Il y a des échelles d'événements de vie. Alors c'est Holmes et Ray qui ont fait ça dans les années 60, qu'on commençait à parler de ces échelles-là, qu'on fait des liens en fait entre dans les 2 ans le nombre d'événements stressants auxquels on est exposé. Décès d'un conjoint, changement d'habitation, mariage parfois, parce qu'il y a des événements de vie qui sont positifs mais qui sont très stressants et naissance, voilà. Et donc en fait, on va faire un score avec des points. Et en fait, dans les 2 ans, suivant le nombre d'événements qu'on a vécu, et ben en fait, ils ont trouvé des corrélations avec le risque d'apparition de maladies cardiovasculaires ou de problématiques qui sont liées du coup aussi à ce phénomène de stress. Donc c'est les échelles voilà d'événements de vie. Ça aussi, on peut en trouver facilement. Il y en a plusieurs. Et puis après, on va retrouver aussi des échelles comme des tests comme la CD risque qui est là pour le coup plutôt une échelle en fait pour évaluer la capacité de résilience de la personne. Donc même si on emploie le mot de résilience un peu à tort et à travers pour tout, mais justement en fait pour voir un petit peu comme on disait les espaces ressources, les espaces de soutien, le soutien familial, le soutien aussi professionnel qu'on peut avoir, le fait aussi de pouvoir se sentir en accord avec tout ce qui est théorie des besoins de Maslow par exemple. C'est le sentiment d'appartenance à un groupe. Si je suis reconnue aussi dans mon travail, du coup, et si je suis estimée,
bah voilà, je vais être aussi plus renforcée dans mon sentiment aussi d'efficacité. Et donc, en fait, tout ça, il existe des petites échelles, des petits tests qu'on peut faire assez facilement à titre individuel, ce qui permet un petit peu de voir où on en est. Et puis, il y a un bouquin que moi, j'ai beaucoup apprécié. En fait, j'ai surtout apprécié les conférences de cet auteur. Et dans son bouquin, c'est la même chose que sa conférence. C'est Entretenir ma vitalité des dents de Pascal Brion. C'est une Canadienne. Et en fait, elle est à l'Institut Alpha au Québec. Sur tout ce qui est justement stress, etc. Et du coup, elle a fait un bouquin où elle donne des conseils et c'est un petit bouquin avec pas mal de petites choses, de petites questions qu'on peut se poser, c'est-à-dire identifier par exemple les 3 personnes ressources que vous êtes prêt à appeler si demain vous avez une galère. Bah, c'est savoir qui je vais appeler et c'est de pouvoir les écrire, de pouvoir écrire bah, quels sont mes loisirs, quels sont les endroits où j'aime aller, où je sais que cet endroit-là c'est que des bons souvenirs. Voilà, il y a plein de petites choses comme ça sur lesquelles on peut réfléchir et mettre en place. On a aussi beaucoup de love dans le chat, hein. On a Éducatoire donc qui nous dit, moi j'ai jamais vécu de burn-out, Dieu merci. Quand quelque chose ne va pas, je fais en sorte de l'améliorer ou de changer, mais c'est tout à fait. Je te connais bien là. On se connaît pas, mais moi je, je vois un peu. C'est totalement ça. Aimer subir son travail. Et je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis, parce que ouais, moi, ça m'est arrivé d'avoir un burn-out et je subissais mon travail, puisque j'étais référente technique d'une micro-crèche, et comme ça tournait bien, on m'en a confié une seconde, et puis comme ça tournait bien, après les deux, on m'a confié un multi-accueil. Donc j'avais 3 crèches à gérer, et forcément, ça a explosé. Et en fait, moi, je suis un côté assez perfectionniste, donc je veux vraiment tout donner, montrer que je vais y arriver. Et j'y vais à fond. Et là, j'ai pas pu, mais il faut aussi accepter le fait qu'on a le droit de se planter, en fait. Et qu'on a le droit de lâcher un peu du lest. Et que c'est pas grave, qu'on peut, en fait. Et moi, j'avais beaucoup de mal avec ça. À Lima, moi non plus, pas de burn-out. Quand c'est plus possible, j'essaye de changer les choses et sinon je pars et je suis plusieurs fois. Ouais, pareil. Ouais, moi, je partais trop tard. Attention, je ne veux pas être prétentieux en disant ah, mais non, pas du tout, mais juste souligner qu'on a le pouvoir de choisir d'être bien ou non. Exactement. Et ça, c'est vraiment chouette. Si on n'a personne à appeler, hop, déprime. Eh bien non, parce que si vous avez personne à appeler dans votre entourage proche, au sens amis, famille ou autre, bah vous avez aussi les professionnels, vous avez des plateformes aussi d'écoute. Il y en a eu de nombreuses qui se sont activées aussi pendant la situation pandémique, qui sont toujours actives. Et il faut pas hésiter non plus à passer le cap aussi d'aller chercher un soutien professionnel extérieur. Et puis ça peut passer aussi par les réseaux, écrire un petit message sur Insta à Chris rigolote. J'ai besoin de partager avec toi un truc qui va pas, qui m'est arrivé aujourd'hui, ou à d'autres professionnels, soit de votre communauté, soit des professionnels extérieurs, parce que justement, vous voulez pas forcément parler à la même profession que vous. Bah, il faut pas hésiter des fois aussi à aller. Moi, j'ai fait ça à plusieurs reprises, d'envoyer des petits messages à des personnes qui n'étaient pas forcément de mon réseau familial, amis, mais des connaissances du travail, des anciens maîtres de stage, des personnes qui étaient un petit peu extérieures à ma structure et qui pourraient me donner un avis extérieur, justement, un regard différent. Et je levais le doigt juste pour dire pas à moi qu'il faut appeler. Enfin, vous pouvez m'appeler, mais ce que je veux dire, c'est que justement, je pouvais compter sur beaucoup de personnes, notamment sur les réseaux, comme tu disais. Et donc, Alima est aussi mon coach personnel. Quand ça va pas, j'ai les droits à 50 messages vocaux d'Alima. On a notre petit réseau en fait d'éduc indépendants, je dirais, sur Insta. Donc il y a pas mal on est une dizaine, je crois. On discute entre nous et quand ça va pas, on se balance des messages. Et c'est vrai que c'est un soutien vraiment énorme. Et beaucoup de personnes sur lesquelles on peut compter quand on a besoin. Éducateur, quand on fait ce que l'on aime, on n'a jamais l'impression de travailler. Exactement. Maintenant, on peut nier la surcharge de travail. Je suis d'accord avec toi. Bonsoir, j'étais auxiliaire de vie sociale et j'ai fait 2 burn-out, mais je suis partie au début de mon 3e burn-out. Mais mieux vaut tard que jamais, comme on dit. Il y a la culpabilité de l'aidant quand c'est lui qui dit stop. Là, c'est trop. Waouh, mais vous êtes super actifs ce soir. S'il y a quelqu'un qui veut venir échanger avec nous, il n'y a pas de problème. Magali, si ton téléphone est dans le congélateur, je pense que tu peux venir participer. J'ai le congélateur parce qu'en général, son téléphone chauffe et ça fonctionne jamais. Donc, au bout d'un moment, voilà, c'est triste. Mais il faudrait... Ouais, ouais, Psychomotricienne internationale, en fait, elle évoque le burn-out de l'aidant, hein. Mais il existe aussi un burn-out parental. On en parle moins, mais ça existe aussi.
Pour ma part, épuisement professionnel en grande partie à cause d'une direction maltraitante, harcèlement moral. Après un an de diplôme, premier CDI. Ouais, ça m'est arrivé aussi. Burnout pro suite au harcèlement de ma responsable. Nathalie, je pense que je connais la responsable dont tu parles, non? Et c'est pas simple de passer le cap car on culpabilise énormément. Alima, y a-t-il plus de burn-out pro ou c'est qu'on met des mots sur ce qu'on ressent? Oh, vous êtes, waouh, vous êtes hyper actif ce soir. J'ai une phrase du futur pour vous aider aussi. Quand quelque chose vous dérange, il faut dire ou exprimer des choses qui dérangent. Ouais, voilà. C'est pour ça qu'on est là ce soir. Ton téléphone est tout. Tu peux venir hein, si tu veux. Après, est-ce que parce qu'une personne nous dit quelque chose de dérangeant, il faut répondre par la même? Oh, je sais pas. Dans tous les cas, il faut valider nos émotions et les exprimer. Ça, je pense que c'est essentiel. Je me demande, C'est bien se connaître. Je pense que c'est. tu es sûre qu'il dit faut exprimer mal-être dans ça? Bah, le côté parce qu'on nous attaque, il faut répliquer. Alors après, peut-être j'ai mal interprété, et je m'excuse, hein, mais quand je lis la phrase comme ça, je sais pas parce que si quelqu'un on a des conflits, coucou, si avec quelqu'un on a des conflits comme ça de fonctionnement, etc. Je pense qu'il faut surtout, il y a Pierre de Sexo Psycho qui m'avait dit le oui moi voilà. C'est un petit tips qui l'a théorisé. C'est le côté où oui, j'entends ce que tu me dis. Moi, je pense différemment de toi. Donc, je te propose ça, cette alternative-là. Et je pense que c'est assez juste. C'est de pas dire oui, mais oui, moi, j'entends ce que tu dis. Je pense plutôt comme ça. Et est-ce qu'on peut pas trouver un terrain d'entente? Oui, j'ai vu, il y a une demande et on peut être 4 maximum. Je sais pas si du coup, Cyril, tu veux y aller, comme ça on fait tourner, on fait on tourne. Fais gaffe. Bisous Cyril. On rajouterait surtout trouver quelque chose à faire en dehors du travail. Oui, Ça, c'est hyper important. Moi, en tout cas, je trouve que soit faire du sport, une activité, mais quelque chose qui permet de décompresser un bon coup, ça aide aussi. ouais. L'humour aussi. Bonne soirée. Bonne soirée, bisous. Bonne soirée. Merci. Donc, on espère, Cyril, peut-être faire un live aussi bientôt. On ne sait pas encore. Si vous avez des idées, on est preneurs. Éducateur, j'ai vu ta demande. Steve, Psychomotal International. Est-ce que c'était une demande pour de vrai ou c'était. Des fois, il y a des erreurs quand vous vous connectez. Oui, je pense que c'est une demande pour de vrai parce qu'elle m'avait raconté une situation un peu D'accord. compliquée. Donc, Yo, bonsoir. Bressé! Salut à tous! Je vois Vegeta. Je vois Vegeta. Ah, toujours. Chaque réussite commence par l'action, quelle que soit la réussite. Respect. Salut à tous. J'interviens vite fait dans votre live très très intéressant. Et merci d'avoir accepté, surtout, c'est sympa, très sympa. Donc, en gros, ce que je voulais dire quand je dis il faut dire des choses qui dérangent, évidemment, il faut pas aller dans le conflit, évidemment. C'est juste vraiment j'ai appris ça avec l'expérience. C'est au lieu d'accumuler des choses, des émotions, des choses négatives, etc., et qu'à un moment donné, on pète un câble. Pour certains, moi qui ai été très impulsif, et je suis un peu foufou comme ça en plus pour le coup, et et du coup, j'avais du mal à gérer ça auparavant. Maintenant, je m'efforce et j'explique aussi à l'équipe que je gère de dire les choses, de dire les choses au moment. Alors, sauf quand on est dans une émotion de colère, évidemment, on sait tous que c'est peut-être pas le bon moment, mais si vraiment quelque chose nous dérange, parce que des fois, c'est des futilités, des choses qui ne sont pas graves, réellement graves finalement. Donc, il faut tout de suite les exprimer. Pourquoi on va laisser des gens mettre en place des choses ou faire des choses qui vont nous déranger, alors que nous, on va juste exprimer quelque chose qui nous tient à cœur, en fait, et qui va nous soulager. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, Ouais, carrément. c'était plus dans ce sens-là. Évidemment, il n'y a pas de conflit si on se rend compte qu'avec la personne en face de nous, il est totalement impossible de dialoguer ou d'échanger. Bah, évidemment, c'est pas le moment. Pareil, perdre du temps avec des personnes qui n'ont pas envie d'écouter ce que tu as à dire ou qui ne comprennent pas ce que tu veux dire, faut pas perdre son temps, les amis. On passe à autre chose. Quand la personne sera prête à écouter et à entendre ce qu'on a à dire, là, on peut entrer dans un dialogue, dans un échange. Voilà, c'était juste pour ça, en fait. Et je reprécise l'histoire du burn-out. Après, j'arrête de parler, promis. Pas enregistré. Donc, le burn-out, je voulais dire, voilà, c'était pas prétentieux. J'ai fait un borderline.
Mon médecin m'a dit, tu fais un borderline. Je dis, ok, c'est quoi? Il m'a dit, tu es à la limite du burn-out. Je dis, ok. En fait, en fait, je connaissais pas du tout. Ça remonte, hein. Et en fait, moi, le problème, c'est que je faisais, et je fais encore, mais beaucoup moins, mais énormément de choses. Je travaille dans le domaine artistique, je travaille dans le domaine social, et j'avais d'autres pratiques sportives. Enfin bref, c'était une accumulation de plein de choses qui ont fait qu'au bout d'un moment, le corps, il dit stop. Et ça, on peut pas le nier. Et c'est pour ça que je parlais de la surcharge de travail, parce que pour le coup, ça me fait penser aussi un peu à ça. C'est que pareil, il faut déléguer, ou si on n'est pas capable de, il faut le dire. Il n'y a aucune honte à dire quand on n'a pas envie ou quand on n'est pas capable de faire quelque chose. Ouais. Et pourquoi pas l'étaler, pourquoi pas trouver un compromis avec sa direction, pourquoi pas, à condition d'avoir une équipe du futur, comme l'a dit Cyril tout à l'heure, qu'il faut une bonne équipe pour bien travailler, évidemment. Mais franchement, les amis, faut faire ce qu'on aime dans la vie. Je sais que c'est facile à dire, mais je suis délégué des salariés aujourd'hui et il y a une personne qui comprend pas ça, qu'elle est en souffrance dans la structure dans laquelle je travaille. Et c'est, encore une fois, ça paraît simple à dire, mais moi, je lui ai dit, il faut absolument que tu arrêtes ce travail, il n'est pas fait pour toi. Et c'est pas méchant. Ce n'est pas méchant, c'est pour ton bien, c'est pour ta santé. Et quand tu demandes à cette personne pourquoi tu es là, elle te dit, j'ai pas le choix. Vous voyez ce que je veux dire? Ça commence mal. Ça veut dire elle fait pas ça pour des bonnes raisons. Alors après, malheureusement, oui, il y a des situations où des fois, bah, on travaille parce que, bah, on n'a pas le choix et on Bien fait pas sûr. forcément tous les métiers qu'on aime. Mais c'est vrai que, je trouve que c'est très juste, bah, tout ce que tu peux dire. Je suis entièrement d'accord. Moi, j'ai explosé une fois aussi comme ça. Et alors, c'était au début et après, avec le recul, bah, c'est pour ça que j'étais fière de partir, avec une bonne entente avec tout le monde parce que, bah, en fait, je donnais des conseils de temps en temps, voilà. Et puis, je faisais des formations, en fait, pour les soignants. Et un jour, je fais une formation et on se met à rigoler pendant ma formation, en fait. Et la soignante, en fait, elle arrêtait pas de contredire tout ce que je disais. En fait, dans tous les cas, il y avait rien qui allait. C'est-à-dire, on venait d'avoir des rails dans les pads. Bah non, en fait, ça allait pas. Bah, en fait, 6 rails, c'est mieux que rien du tout Mhm. en Bien termes sûr. de prévention pour le dos, etc. Et en fait, je fais la formation et elle rigole à ce moment-là et elle contredisait tout. Et en fait, là, moi, j'ai explosé et j'en pouvais plus. Parce qu'en fait, ça faisait longtemps que j'accumulais, que je lui disais pas, en fait, que ça me dérangeait son comportement et que j'arrivais pas à comprendre pourquoi elle était comme Ouais. ça. Et en fait, pendant 2, 3 mois, on ne s'est pas parlé, elle est pas revenue vers moi, j'essayais, voilà. Et en fait, un jour, on en a rediscuté, puis hop, c'est passé et on a pu avoir un dialogue mais c'est vrai que si on peut éviter d'arriver au moment de l'accumulation en mode on prend tout pour nous et d'un coup, pouf, en pleine formation, on est obligé de s'arrêter et lui dire bon bah écoute, bouge parce que là tu me saoules et même nous être C'est ça. en mode, Mais c'est ça vient, exactement ça. Ça rejoint ce que bah, tu disais tout à l'heure, c'est qu'il faut avoir cette capacité de dire, bon, écoute, peut-être je me trompe, mais j'ai l'impression que, voilà, et là on rentre dans, voilà, que tu es toujours ouais, en train de me contredire, etc. Je me trompe peut-être, tu vois, toujours faire l'aspect un peu comme ça, naïf, tu vois, je sais pas, mais ça fonctionne très très bien. Cette astuce, cette méthode fonctionne très très bien. Mais il Très faut très aussi bien. peut-être être à l'écoute de soi-même et vraiment se connaître parce qu'il faut être capable aussi d'accepter le fait qu'on a le droit de flancher en fait. Et Bien ouais, sûr. on a le droit de lâcher un moment les chevaux et de se dire allez c'est bon là vous me saoulez. Non, bien On sûr. a le droit. mais de après tout, on travaille, c'est pas pour vivre, c'est pour survivre. Enfin, si on a la chance de faire un métier qu'on aime, tant mieux. Mais honnêtement, si on avait du fric qui arrivait comme ça, franchement, est-ce que vous travailleriez? Alors, On a qui travaillent pas parce qu'ils sont. Moi, demain, si j'avais pas besoin de fric, moi, oui, mais c'est clair, moi, je serais pas là. Je serais. c'est c'est- c'est Pardon. pour ça, c'est pour ça que pour moi, c'est très important, et c'est pas facile, attention, hein, je dis pas que c'est facile, mais de vraiment trouver un contexte de travail idéal, dans le sens où travailler avec des amis, c'est possible. Je connais plusieurs personnes qui le font, mais c'est vraiment des amis. Et c'est pas des amis qu'ils ont rencontrés au travail. C'est des amis qui connaissaient, qui se connaissaient auparavant, etc. Après, bien évidemment, il y a les personnes qu'on rencontre au travail et qui deviennent des amis. Ça, c'est super également. Avoir des horaires très flexibles. Enfin, c'est pour ça que moi, j'explique beaucoup, pour ceux qui le savent ou pas, je travaille beaucoup avec les jeunes. Et quand j'essaie de les orienter, je leur dis, il faut vraiment que vous définissiez un peu, vous projetez dans ce que vous voulez être plus tard. Parce qu'on se demande, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? On ne demande jamais qui tu veux être plus tard. Ou qu'est-ce que tu veux être plus tard? Ça paraît un peu philosophique, mais ça, c'est une réelle question. Comment toi, tu te vois dans 10 ans? Est-ce que tu es quelqu'un qui a besoin d'être avec ta famille? Est-ce que tu es quelqu'un qui a besoin d'être proche de tes amis? Est-ce que tu es quelqu'un qui est plus du matin, de l'après-midi? Vous voyez, ça, on ne l'apprend pas à l'école, malheureusement.
Oh là là, dans l'éducateur, j'ai plein d'amis profs. S'ils m'entendaient là, ils allaient me tuer, ils vont me tuer, c'est sûr. Mais ouais, c'est des questions, et je parle vraiment à titre personnel, et c'est pour ça que je défends ça avec les jeunes, c'est que les erreurs que nous, on a pu faire, parce qu'on en a tous fait des erreurs dans des choix à certains moments, et c'est ça qui nous a fait grandir aussi. Si on peut leur faire éviter à eux et leur faire gagner du temps, enfin, moi, c'est ma mission en tout cas. Et, et voilà, leur dire vraiment plus tard, comment tu te vois, comment tu vois ta vie. Il y en a, ils sont cash, ouais, moi, il faut que je parte d'ici parce que ceci, et le plan, il est déjà prédéfini, c'est super. Mais si tu subis ton taf, si tu fais quelque chose, parce que, comme je disais tout à l'heure, la personne là, j'ai pas le choix, bah là, comme tu dis, ça part très mal. Et alors déjà, on a toujours le choix déjà. Parce que je parle, et là, quand on me dit ça, j'adore. Moi, j'adore les excuses. Il faut le savoir. Je suis fan des excuses. Je m'enrichis de ça. Et j'ai un ami qui a repris des études de médecine à 40 ans. Et aujourd'hui, il est médecin. Et il est père de 3 enfants. Bref, il travaillait en usine. Enfin, c'est vraiment le cas que je ressors à chaque fois, qui aujourd'hui a décidé de changer sa vie. Et pas sans des méthodes révolutionnaires. Non, il a eu une idée, il a dit, moi, je veux faire ça. Et c'est parti. Il est passé à l'action, comme je le dis toujours. Et voilà, il n'y a pas d'excuse. Et aujourd'hui, il fait ce qu'il aime et il subit pas son taf. Parce que, comme nous, je pense, enfin, éducateur, c'est une vocation. C'est une vocation. Pour moi, je rencontre des gens, pour moi, ce sont des éducateurs qui sont juste pas diplômés. Mais ce sont des éducateurs. C'est des professions, de toute façon, c'est une vocation. Donc, les amis, faites ce que vous aimez. C'est facile à dire, mais Mais faut se malheureusement, c'est battre vrai pour ça. malheureusement, ça manque il y a aussi, effectivement, et c'est malheureux, c'est qu'on rencontre de moins en moins de gens qui font par vocation aussi Oui, dans nos métiers. Et je bien pense sûr. que c'est quelque chose qui manque beaucoup, c'est qu'on est dans les métiers d'humain et où on s'investit beaucoup. Et si c'est pas un métier qu'on fait par vocation, bah, souvent, malheureusement, c'est là aussi où parfois il y a la limite de la maltraitance qui est franchie aussi. Et la plupart des cas, souvent, que j'entends de maltraitance, c'est souvent des gens qui n'ont pas choisi le métier et qui C'est n'avaient ça. pas forcément la réalité aussi du terrain. Oui, bien sûr. Le fameux Bien Oui, sûr. mais film avec Gérard Jugnot, top sur le fait de se trouver des excuses à des moments. Thierry qui nous dit. Je parlais de ça ce matin avec ma directrice. C'est que l'être humain, dans le monde professionnel, il a du mal à reconnaître ses erreurs. Voilà, je parle du monde professionnel, même au-delà de ça, j'ai envie de dire. Il y a des personnes, c'est l'ego, c'est comme ça, ils n'arrivent pas à reconnaître s'ils sont trompés ou qu'ils sont à un certain moment inférieurs. Le mot est gros, hein, mais et c'est pas une honte. C'est pas une honte d'apprendre de quelqu'un. C'est pas une honte d'apprendre même des plus jeunes. C'est pas une honte de se tromper. Au contraire. Et donc je rejoins ce que Cyril dit. Soit ils disent oui, mais voilà une excuse. Ou alors généralement ce qu'on fait, c'est qu'on met la faute sur quelqu'un d'autre. Oui, si moi je me suis planté, c'est parce que lui. Et là, bam, on commence à étaler, étaler, étaler. Au lieu c'est une question de formulation de phrase. Hein. Effectivement, je me suis trompé là, mais j'aurais bien aimé qu'on m'accompagne dans cette démarche parce que nana, voilà. Mais pas, je trouve ça un peu la facilité. On l'a tous fait, je pense, à un moment donné. Voilà, les gens, ils ont du mal à se remettre en question et ça, c'est très très dur dans le domaine professionnel d'avancer avec ces gens-là. Très très dur. Oh, Naïm House. Là, on a un, oh là là. Naïm House, les amis, c'est un danseur international hip-hop et qui est prof dans une université du futur. Enfin, est-ce Magali- que des, Avant que le Magali plante, comme il fait d'habitude, Ça va, il est au frais. t'as donc Magali, éducatrice de jeunes enfants en crèche, ta rentrée s'est bien passée. Ça va. Ah, Je sais pas ouf, mais bon, ça va le faire. voilà. C'est bon, t'avais un petit problème de. Il y a beaucoup de choses à nous dire. Alors vas-y, on est là pour ça. Décharge-toi, fais-toi plaisir. J'allume la lumière. Est-ce qu'il faut qu'on sorte les mouchoirs ou pas, Magali? Non, cette année, franchement, ça va. Enfin, Comme j'ai vécu des trucs beaucoup plus durs. Hein. la crème aujourd'hui, j'ai des mouchoirs à côté si vous voulez. Non, franchement, ça va. Là, cette année, bon, c'est un peu dur la rentrée parce que là, on tente du multi-âge et que c'est la première année, donc, on se rôde, donc c'est compliqué. Ouais. Et les enfants sont pas hyper. Voilà, on a les 2-3 enfants pour qui c'est dur, ben, on les a nous. Voilà. Donc bon, ça va le faire, ça va aller. Mais par rapport à d'autres situations, enfin d'autres boulots où j'ai été, là, je suis au paradis. Courage, Claire revient demain. Oui, tout à fait. Elle était malade, la pauvre. Tu parles, Mais, parlais mais ouais, de... Pardon. non, vas-y.
tu parlais de ton stage long qui était en parfaite opposition à tes valeurs. C'était en quoi? Oui, Raconte-nous. alors j'étais Tu en peux parler ce que tu veux, le plus détestable, hein, si tu veux, il n'y a pas de problème. Oui. Alors pour les stages, alors c'est pas forcément le plus détestable, mais c'était celui où je pense que j'ai le plus appris. Et en même temps, je me suis dit, mais s'il me propose de travailler là-bas après, je dis non, jamais. Du coup, c'était un jardin d'enfants classe passerelle. Donc on avait des enfants qui avaient entre 20 et 36 mois qui n'avaient pas connu avant la collectivité. Donc première expérience pour eux. La familiarisation, c'était tellement carré. Enfin, ils venaient le premier jour avec les parents, le deuxième déjà, ils passaient la matinée avec nous. Ouais. C'est pas énorme. Troisième jour, quatrième jour, ils faisaient la sieste et le goûter. Enfin, c'était assez maltraitant pour eux. Il y avait plein de choses que moi, je me suis dit, jamais je ferais ça. Non, 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 on ne demande pas de faire ça. Les activités, c'était des groupes prédéfinis. Les enfants n'avaient pas le choix. Donc, ce matin, si Pierre, il ne voulait pas faire peinture, dommage. Et voilà, c'est pas se mouiller les mains et faire des jeux d'eau. Et tant pis, inscrit aux jeux d'eau. Donc, c'est comme ça et pas autrement. Et pour les petits, hein, moins de 3 ans, c'est un peu compliqué. Ouais. Et des pros qui avaient un langage adressé à l'enfant très. On aurait dit, pour caricaturer, qu'elle parlait à des ados Ah oui. de 14 ans, quoi. Et des fois, j'ai dit, mais ils ont 3 ans. Donc, quand tu as le petit Mathis qui se fait engueuler quand il se réveille de la sieste parce que ben, c'est pas l'heure, c'est 15 heures pour se réveiller. Oui, mais enfin, il a moins de 3 ans, il sait pas lire l'heure. Enfin, il a un phone sur lui qui lui dit quand est-ce qu'il faut qu'il se lève. Qu'est-ce que tu me fais là? Je vois bien que c'est trop drôle. Non, mais Je peux dormir. Précoce. C'était combien de temps du coup, ça a duré, le stage a duré c'était sur la dernière année, donc de la fin de la deuxième année, donc du mois de mai, jusqu'au mars de l'année d'après, un truc comme ça, pendant la troisième année, Ouais. dans le mémoire, ça a duré. Donc après, c'était très apprenant, hein, j'ai pu faire des choses, j'avais une position de stagiaire qui faisait que, en fait, je travaillais. Je prenais des groupes toute seule. J'avais pas peur. Hein. Elle me filait 5 enfants de moins de 3 ans pour faire atelier pâtisserie, avec des couteaux et tout. J'avais confiance, ça, les nanas. Mais le jeu, c'est aidant ou pas du tout? De quoi? T'accompagner comment le JE qui fait? De loin. Ok. Voilà. Non, oui, non. Après, voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'elle était là, mais on n'était vraiment pas du tout d'accord sur le projet. Quoi. Il y avait des pratiques. J'ai essayé de remettre un petit peu, à te poser des questions, poser des graines. Mais bon, t'es stagiaire, hein, t'es pas inspectrice, donc tu viens pas pour remettre tout à ta sauce. Ouais. Là, je posais des questions de mais pourquoi est-ce qu'on fait les cadeaux de la fête des pères et fête des mères ok, d'accord, mais du coup, pourquoi est-ce que tu relisses la peinture derrière ce qu'a fait l'enfant? Parce qu'au final, c'est toi qui as peint la boîte, c'est pas le. Ça plaisait pas trop hein, que je remette en question le truc, hein, mais. Ouais. Mais vous avez déjà vécu de la maltraitance physique envers en tant que stagiaire ou en formation ou en travaillant, mais pas de vous, mais observer ça. Ouais, en remplacement. Moi, j'étais en remplacement en foyer ITEP. Foyer ITEP, ça vous parle ou pas? Ouais. Ouais. Oui, oui. En fait, moi, j'étais là en remplacement. Et puis, devant moi, en plus, c'était un éducateur que je connaissais. Hein. Je connaissais un petit peu. Et en fait, il s'est acharné sur un jeune. Et le problème, c'est qu'il y avait que donc l'éducateur, moi et le jeune. Et si je m'interposais entre les deux, en fait, j'ai une question. J'ai appris de ça d'ailleurs. C'est si je m'étais interposé, l'éducateur aurait perdu. Alors, c'est pas toute crédibilité, mais en tout cas, le jeune aurait compris que l'éducateur était dans l'erreur, qu'il n'avait pas le droit de faire ça. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, il l'a chopé par la joue. Alors, je sais pas si vous voulez prendre le col, et en fait, il a attrapé la joue, il a soulevé le jeune et il l'a éclaté par terre, tout simplement. Bon, le jeune, attention, là, je réduis l'histoire, mais c'était de la provocation pendant 10 minutes facile. Et, et moi, j'étais là en mode, j'interviens ou pas? D'ailleurs, je vous pose la question d'ailleurs. Qu'est-ce que vous aurez fait? J'interviens ou pas? J'étais là, je dis, si j'interviens, le jeune va comprendre que l'éducateur est en train de faire une boulette et qu'il n'a pas le droit.
Et moi, si j'interviens, bah, l'éducateur va dire, bah, qu'est-ce que tu fais? Laisse-moi faire mon travail. Peut-être c'est sa méthode, mais moi, en tout cas, je venais de le découvrir. Je ne le connaissais pas dans ce milieu-là. Du coup, voilà, moi, j'étais vraiment en questionnement à cette époque. Aujourd'hui, il se passe la même chose. Non, non, je ne vais pas vous donner. Qu'est-ce que vous auriez fait? Je vous pose la question avant de vous dire moi ce que je fais aujourd'hui. Déjà, si tu n'interviens pas, c'est que tu valides. Enfin, tu cautionnes. Je Moi, cautionne cet éducateur, ouais. il y a 10 ans, je t'aurais dit, j'aurais pas osé, j'aurais regardé et j'en aurais parlé à quelqu'un, je pense. Non, c'était dur à voir. Et là, maintenant, je me serais interposée, sachant que maintenant, c'est interdit Ouais. violence envers, bah tiens, Eco Motal International qui viendra nous parler tout à l'heure parce que tu avais fait une demande. Ouais, je m'en suis voulu 5 minutes, la violence c'est interdit partout. Mais ouais, moi je m'interposerai maintenant. Mais il y a 10 ans, enfin, c'est quand j'étais 2009. Donc en 2008, j'avais vu vraiment une filière qui avait maltraité vraiment des enfants, mais à les insulter, clairement, et à les taper, quoi. Et Ouais. ouais, cette femme, elle veut pas dormir, les cheveux ébouriffés, on se Mm, dit, mm, passer dans le dortoir, elle la pose dans le transat, et bam, elle lui fout une baffe dans le ventre, tu vois, et c'était constant. mm. Ouais, je comprends. Là, et je suis allée voir la directrice, bah, c'était ce fameux stage où j'étais en compétition avec l'autre, elle n'était pas là. Donc comme j'étais là, ma parole, enfin voilà, c'était ma parole contre la leur. Je suis allée voir la directrice. Bon, on m'a reproché de parler en fait. Et c'est mon directeur de formation, bah, Bruno le capitaine, tu connais, Magali, parce qu'on était dans le même centre de formation, qui a dû intervenir sur place, quoi, pour dire il y a de la maltraitance sur votre structure. Parce que Mm. moi, après, j'ai été la bête noire de tous les professionnels parce que j'avais balancé leur Balancer, ouais. Mm. commandait. Moi, je l'ai chopé après, une fois que c'était passé. En vrai, après, il a maîtrisé le jeune. Mais, euh, mais voilà, j'avais été le voir pour lui dire que j'étais pas du tout d'accord avec ce qui venait de se passer et tout. En fait, je venais d'arriver, donc je dis, je sais pas comment fonctionner ici et tout, mais je gérais la situation. J'ai pas eu besoin de ton intervention. Je vous ai raccourci l'histoire, hein, mais il est intervenu à un moment où il fallait pas. Moi, j'étais assis en train d'échanger avec le jeune qui avait fait une boulette juste avant et tout se passait bien. C'est juste que le jeune et lui étaient en conflit. Et ça, je le savais pas. Et du coup, quand j'ai appris tout ça après, j'ai vite compris. Mais ouais, non, effectivement, quand il se passe quelque chose comme ça, il faut intervenir indirectement. Et de toute façon, parce que là, je vois Orphée, il dit on peut prendre par l'épaule et tout. On doit pas toucher le jeune. On doit pas le toucher. Juste le maîtriser s'il part en crise. Mais on doit pas toucher le jeune, en tout cas en ITEP. Maintenant, ouais. Ouais. Après, attention, enfin, le toucher. Je vais intervenir en tant que psychomote, mais Ouais, ouais. euh, nous, le toucher, c'est notre boulot, quoi. Oui, bien C'est sûr. tout passe par le toucher dans nos prises en soins, dans nos rapports, etc. Je parle de frapper. Je parle de frapper. Ouais, ouais, oui, Dans la j'entends. vie. Mais c'est vrai que là, dans la question, c'était est-ce qu'on a le droit de le toucher pour le rattraper au cas où, quoi. Ah, ouais, ouais. Oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Après, je sais pas dans cette situation précise. Je pense qu'en tant que stagiaire, j'aurais réagi de la même façon. C'est-à-dire qu'après, j'aurais questionné quand même directement. Même, je pense que j'en aurais reparlé à d'autres de ses collègues, à l'éducateur, si j'avais pas Mhm. osé lui en parler à lui directement. Mais je pense que c'est sûr que j'en aurais effectivement reparlé avec lui et avec d'autres gens autour pour que ça soit revu en synthèse ou quelque chose. Mhm. Je pense que même en tant que stagiaire, ouais, j'aurais réagi à peu près de la même façon. Euh, S'interposer, c'est vrai que c'est compliqué parce qu'effectivement, comme tu le dis, c'est le côté aussi, tu remets en question le travail d'un autre. Alors, à part si je sens qu'il y a Bien sûr. un danger de mort ou de blessure importante, je pense que je me serais interposée. Après, je sais aussi qu'il y a des fois des situations de troubles importants où, bah, oui, parfois, et d'ailleurs, je me souviens, c'est une éduque qui m'avait dit ça quand j'étais en CMP, un petit qui avait fait une crise très violente et j'avais pas su gérer et le petit était sorti de ma salle, parce que j'avais pas osé, en fait, contenir corporellement, ce jeune. Et du coup, en fait, l'éduc m'a dit, mais tu sais, t'as le droit de le contenir. En fait, C'est ça. c'est pas lui faire mal, c'est Le simplement maîtriser. Mhm. pour son bien, pour éviter qu'il se mette en danger, qu'il te mette toi en danger, qu'il mette les deux autres en danger. Tu as le droit d'être
de contenir corporellement. Mhm. Tu seras pas forcément pour autant dans la violence ou autre, mais c'est vrai qu'on n'ose pas forcément. Et j'ai eu d'autres situations après en libéral où là, par contre, j'étais pas en institution et plus âgée. euh, avec un jeune enfant qui a un trouble du spectre de l'autisme. Il y avait sa maman et on a dû le contenir, mais c'était parce que j'avais ma stagiaire, et que du coup là c'était une situation où il aurait pu faire du mal et il fallait apporter une contenance mais suffisamment sécurisante et en même temps sans être dans la douleur. C'est ça. Et peut-être là la limite de l'éduc en question, c'est que lui c'était pas pendant enfin peut-être pas pendant une situation de crise, c'est lui qui a dépassé son seuil de tolérance en fait. Et donc pour moi, lui là, il est dans son comportement d'éducateur. Pour moi, il est en tort. Bien sûr. Maintenant, il va l'interposer, je sais pas. Mais sur le coup, Bien sûr qu'il est en tort. De toute façon, à l'époque, j'avais rempli des dossiers dans le cadre de la formation des DUXP. J'avais pris cette situation et ouais, il est clairement dans l'erreur. Parce que nous, on était assis en train de discuter Le Tio, il avait fait une petite crise et il avait renversé une boîte de perles. Vous savez, les petites perles pour faire des bracelets, des trucs comme ça. Donc effectivement, il y en avait partout dans la pièce. Mais j'étais en train de gérer cette situation en étant assis, on discutait. Moi, je commençais à le connaître un peu plus et tranquillement. Et dès qu'il a mis un pas dans la pièce, cet éducateur, ça a dégénéré. Entre les deux, hein. Et c'est là, en fait, moi, j'étais aussi surpris de ça dans mes premiers jours où l'étincelle, en fait, tu peux y avoir et c'est ça qui m'a intéressé chez les ados aussi. Bon, là, il y a un trouble du comportement, attention, hein, il en est en ITEP et tout. Mais voilà, de dire comment c'est qu'un ado puisse réagir en 2 secondes comme ça, enfin, c'est ça moi, qui m'intéresse et qui m'attire, en tout cas, les émotions chez les adolescents. Enfin, voilà. Mais ouais, il était clairement dans l'erreur. Le jeune premier contact physiquement violent et souvent ne pas réagir. Tenter de calmer peut déjà calmer. Ouais. Là, on est déjà bien avancé. Magali, dans les messages que j'avais lus, tu parlais de cette histoire enfin, de cette histoire, la légitimité. je me souviens de cette question. Ouais, Comment sentir légitime? et ça ressort souvent auprès de mes élèves ou quand on est en structure. Tu voulais dire quoi à ce propos? Avant de répondre, Magali, je suis Ouais. désolé, je vais devoir y aller. Ouais, il y a pas. Je suis désolé, les filles. Merci beaucoup. Merci pour cette petite apparition. C'est sympa. Merci. Prenez bien soin de vous. Avec plaisir. Ça aussi. On n'oublie jamais que chaque réussite commence par l'action. BC. Ciao. Bye bye, Steve. Au revoir, merci. Oui, après on fera venir Psycho à l'international, excuse-moi. On va changer de nom à force, hein, tu sais. Désolée, il est tard et tout. Magali, j'ai hâte de t'entendre. D'ailleurs, je m'allume parce que ça va et puis il fait noir ici. On en profite. Du coup, 11 ans. alors. Oui, par rapport à ça, c'est surtout, je pense, sur le premier poste que j'ai eu en CDI. On m'a vendu ça comme un truc génial. Et en fait, je suis tombée dans le piège à loup. Et en fait, donc, je suis tombée sur une direction maltraitante, clairement. Et en fait, elle remettait en question constamment en fait, ma légitimité. Et moi, déjà, qu'elle n'était pas hyper ancrée parce que ça faisait 1 an que j'étais diplômée, 1 an et demi. Donc déjà, c'est un peu compliqué. C'est mon premier CDI pour trouver, voilà, se dire, là, c'est bon, maintenant, c'est bon. Ouais. Voilà, pour dire, quand je suis diplômée, je suis légitime et voilà, j'ai le droit d'exercer mon métier, en fait, de prendre ma place pleinement. Et là, constamment, on me ramenait sur mais vous savez pas faire. Et c'était compliqué, du coup, de pouvoir s'imposer, hein, parce que c'était vraiment ça, hein, s'imposer en tant qu'éduc. Dès que j'ouvrais la bouche, ah mais non, mais de toute façon, ça marche pas, ça, Magali. Mais vraiment sur un ton mais tellement condescendant quand j'y repense. Comment tu l'as me parler comme ça? Voilà, c'était très compliqué de pouvoir poser ma place. Enfin, je l'ai laissé dire des choses en réunion. Donc je me dis, mais maintenant, je ne le laisserai plus faire. Enfin, quand elle sort à mes collègues des bébés qui étaient 2 sur la journée pour 10 bébés, donc elle faisait des journées de 10 heures, hein, clairement, et qu'elle disait, oui, on n'en peut plus. Enfin, vraiment, les collègues déposaient un mal-être vraiment prégnant. Et quand la réponse de la direction était, mais de toute façon, les filles, ils sont jamais 10 dans la salle. Donc, du coup, le taux d'encadrement, il est respecté.
Ok. Ben non, parce que sur les temps de repas, il y en a une qui va manger, en fait. Donc forcément, même s'ils dorment, ils comptent. Et sur le coup, je me suis dit, mais je l'ai laissé dire ça, alors que je sais très bien que légalement, non, on n'est pas bon on n'est pas dans les clous et on n'est pas du tout bon dans le taux d'encadrement. Et si la PMI est passe, on est dans la merde, clairement. Enfin, pour parler crûment. Et je l'ai laissé dire parce que vraiment, elle me remettait en question sur ce que je savais. Je savais comment ça marchait. Et elle me remettait sur vraiment, est-ce que j'ai le droit de là lui dire, ben, non, c'est pas comme ça que ça marche, même gentiment. Hein. Je ne faisais même pas la recaler gentiment ou remettre en question juste ce qu'elle dit ou la questionner parce que c'est tellement impressionnant, elle m'a tellement remis ma légitimité à rien que c'était trop compliqué de s'imposer, quoi. Mm. C'est vrai que ça revient souvent. Même, je vois, au Ouais. niveau de légitimité, j'ai beaucoup d'élèves quand elles travaillent avec des EGE qui sont diplômés par la voie classique. Et quand elles disent qu'elles ont eu le diplôme par la VAE, ouais, bye bye Cyril. Et ben, du coup, on leur dit, ah, mais non, mais moi, de toute façon, moi, je suis une vraie EGE, toi. Toi, t'es pas une vraie EGE. Ok. Pas du tout. Et pourquoi on se sent aussi peu légitime dans notre profession et à chaque fois ce besoin aussi de se former encore et encore, c'est ça qui ressort aussi. Mm. Il y a peut-être le côté, moi, je sais pas quand on dit ça d'ailleurs de notre métier, mais après, c'est peut-être vrai, mais quand on dit qu'on est des experts, je trouve que ça met une espèce de pression. Vous êtes des experts de la petite enfance, donc en gros, je dois avoir toutes les réponses, mais absolument pas. Enfin, j'ai des connaissances, des expériences qui m'aident aussi dans ma pratique, mais je ne suis absolument pas. Enfin, je n'ai pas tout en tête, quoi. Quand on me pose des questions hyper pointues et que je réponds, mais écoutez, je vais vérifier mes infos et je reviens. J'ai l'impression que des fois, on me regarde en mode attends, mais t'es pas censé savoir ça? Si, mais je sais pas tout. Je suis pas une encyclopédie sur pattes, en fait. Donc, je trouve que c'est compliqué. Ça met une pression quand même il faut savoir répondre ouais, le côté Oui, un peu pilier, vous devez avoir la réponse à la question. Bah non, euh, pas forcément. alors Finn Number disait mais se former c'est extrêmement important. Oui, je suis d'accord avec toi, se former c'est extrêmement important. Et un non diplômé n'aura pas les nouvelles normes qu'un diplômé. Oui, je suis d'accord avec toi. Et il y a de plus en plus de personnes aussi qui se proclament éducateurs, alors coach petite enfance et qui n'ont pas les diplômes qu'on a nous dans la formation. Et là, Mm. ces personnes-là, par contre, ne vont pas se former plus que ça. Elles vont aller faire une petite formation, puis elles vont vendre aux parents qu'ils sont éducateurs ou voilà. Alors que nous, éducateurs spécialisés ou de jeunes enfants, et je sais pas si dans ta profession psychomotricien ça existe aussi, qui est des personnes qui fassent une mini formation et qui se décrètent spécialistes. Et eux, par contre, ils n'ont pas ce problème de légitimité du tout. Et pourquoi se former davantage, hein? Pourquoi se former un... Carrément. Carrément, nous, on a le problème là avec notamment des graphothérapeutes parce que dans les graphothérapeutes, il y a des formations qui vont de 2 jours à 3 ans. Alors, ceux qui ont la formation de 3 ans, à la rigueur, ils ont un contenu qui est assez, qui est même plutôt riche, etc. Mais pour autant, dans tous les cas, ils peuvent pas s'appeler rééducateurs. Ils ne peuvent pas rééduquer des troubles. Ils peuvent proposer des accompagnements, etc., mais pas parler de rééducation. Comme bah tu dis, les coachs peuvent pas parler enfin, qui sont éducateurs. Enfin, il y a des spécificités et puis il y a notre décret qui nous protège aussi là-dessus, heureusement. Mais c'est vrai que oui, il y a ce côté-là aussi où il y a des soi-disant professions qui s'inventent rééducateurs et qui disent qu'ils peuvent accompagner n'importe quel trouble, alors que non, c'est pas le cas. Parce qu'ils n'ont pas la formation, parce que tu peux avoir la meilleure des formations, par exemple, sur le graphisme. Pour autant, ça fait pas toi quelqu'un qui est capable d'accompagner un enfant qui a un trouble du spectre de l'autisme ou un enfant qui a des troubles sévères des apprentissages. Et malheureusement, bah voilà, c'est beaucoup le cas aussi dans ce qu'on entend, la mauvaise information. Et j'espère que ça va bouger aussi, que le fait qu'on soit de plus en plus nombreux sur les réseaux, que ça nous permette aussi de réasseoir notre posture, ce qu'on peut apporter, que ça puisse nous donner aussi peut-être aussi de la légitimité, même si normalement il y a la loi qui est fait pour ça. Hein. En soi, la légitimité, c'est la loi, c'est nos décrets, c'est nos formations qui nous apportent notre légitimité. Et ça, c'est vrai que bah il faut pas hésiter non plus des fois à remontrer et à dire bah voilà, tu vois, bah moi c'est marqué dans mon décret.
et du coup de le reposer. Alors après, je dis pas que c'est facile en fonction de chaque personnalité, bah c'est pas toujours facile d'asseoir cette légitimité-là et de la faire entendre. Et en fonction du statut aussi qu'on a, comme tu disais, quand on est stagiaire ou quand on est jeune diplômé, tout à l'heure, bah je sais pas son prénom, Steve, c'est ça? Et oui. Ouais, qui disait le fait que bah les plus anciens par rapport aux plus jeunes qui veulent pas toujours entendre, bah ouais, moi je l'ai rencontré, j'avais 21 ans, même pas 21 ans. Quand je suis arrivée, j'avais des personnes de 45 ans, 50 ans en face de moi, euh, voilà, qui avaient l'âge de mes parents. Et c'est pas facile, quoi, quand t'arrives et puis toi, t'as envie de prouver à tout prix. Parce qu'en plus, il y a cette question où t'arrives en jeune diplômé ou dans une nouvelle structure où t'as envie d'en montrer tellement, donc tu passes aussi un peu pour la je sais tout ou la personne un peu prétentieuse qui se la Écoute, ramène et qui connaît rien. écoute, c'est 20 ans que je fais ça, tu ne vas pas m'apprendre mon métier. Ouais. Ouais, voilà, non mais ça, voilà, c'est le genre de phrase qu'on entend et c'est vrai que bah c'est un peu dommage. Alors après, je pense qu'il y a il y a un double enjeu, c'est-à-dire, et ces personnes-là qui doivent aussi entendre que c'est important d'actualiser leurs pratiques et d'écouter aussi ce qu'ont à dire les personnes nouvellement diplômées. Et c'est là la richesse quand on est en maître de stage, maître de mémoire ou autre, c'est qu'on peut vraiment s'enrichir de ce que nous apportent nos étudiants. Et d'un autre côté, le côté aussi où des fois, en tant qu'étudiant, bah, il faut aussi apprendre à être un peu plus sur la réserve. Et moi, c'est un peu un conseil que j'ai donné aux jeunes étudiants diplômés, c'est ce côté aussi de coucou Elise, ce côté un peu d'arriver, mais pas trop avec tous les pieds en avant, quoi. De pas faire la même erreur que moi j'avais fait à l'époque. C'est-à-dire que oui, il faut qu'on assoie notre pratique et nos spécificités respectivement, mais n'en montrez pas trop. Allez-y doucement pour pas tout bousculer parce que s'il n'y a pas eu de psychomotricien avant vous, bah n'allez pas tout de suite et lancer le panier de cartes et le paquet de cartes et voilà quoi. Et c'est vrai qu'on a tendance aussi des fois à le faire quand on est jeune diplômé, à vouloir arriver comme ça et à tout envoyer d'un coup pour dire je suis là, je corresponds à ce qu'on m'a donné, je mérite qu'on me paye. Et c'est vrai qu'on a tendance à tout envoyer la sauce et peut-être en garder un petit peu sous le pied, bah c'est mieux. Et donc je pense que c'est D'observer un petit peu, d'observer comment ça se passe, ça. comment on peut se positionner et où on se positionne, comme ça au moins, voilà. C'est Les maintenant ma personnalités de stratégie, je leur chacun. dis, j'attends de voir, laissez-moi prendre mes marques, après on verra. Mais tranquille, voilà, on met pas tout on ne devrait pas tout le jour au début. Alors, bonsoir Élise, du coup, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui, bah, enchantée. Désolée hein, pour écorcher à chaque fois psychomote. Psychomote à l'international. Ça y est, j'ai compris, c'est psychomote à l'international. Faut m'excuser encore une fois, hein, la grosse. Pour ceux qui se connectent à peine et qui n'ont pas compris d'où vient cette voix nasillarde, c'est normal. J'ai la crève. Qu'est-ce que tu voulais partager avec nous, du coup, des stages pourris, des formations sympas? Ah ouais, non, bah, du coup, déjà, ça fait vachement bien de voir qu'il y a plein de gens qui ont eu des expériences similaires à la mienne. Ça me rassure. Et du coup, j'ai même des réponses à vous donner. Alors, bon, par contre, il faut que je fasse attention parce que je suis toujours soumise à ce qu'on appelle le droit de réserve parce que je suis restée dans la même institution qui a été quand même, donc du coup, qui l'année dernière, le directeur a été viré pour maltraitance. Oui, ouais, nous aussi, ça nous a fait ça. Et ça a été tout un parcours. Il y a eu beaucoup d'embauches abusives de personnes qui étaient non diplômées, ce qui a créé de la maltraitance, d'où quand Éduquez-moi parlait de séparer des bagarres avec des professionnels. Du coup, pour la petite histoire, c'était effectivement, moi je sortais de la cantine et je vois un adolescent qui se qui se bagarre. Donc, je me dis, encore une bagarre. J'y vais. Et en fait, en séparant les deux que je pensais les adolescents en train de se battre, alors, c'était pas un éducateur, c'était comment ça s'appelle, un service civique qui faisait fonction d'éducateur. D'accord. Donc, qui était sur le poste d'un, normalement, vrai éducateur. Donc, du coup, qui, lui, pour se faire respecter, était parti dans la violence parce que, pas de formation. Un service civique, il suffit de s'inscrire sur un site internet et on est embauché par la suite. Du coup, il avait zéro formation. Il est rentré pour se faire respecter, il pensait qu'il fallait être craint, ce qui n'est pas la même chose, la crainte et le respect quand même. Et du coup, il est rentré dans le conflit avec ce jeune, un conflit carrément physique pour lui dire, écoute, vraiment, c'est moi qui détiens l'autorité. Donc, quand j'ai vu ça, alors moi je suis sortie de mes gonds et du coup effectivement les parents, j'ai même pas disputé le jeune qui en faisant mon laïus habituel de la violence, n'a raison rien, je suis partie dans les tours. Non mais voilà, j'ai même pas essayé de comprendre le pourquoi du comment. Je suis partie dans les tours et je lui ai hurlé dessus à service civique et je me suis sentie super mal derrière.
Et du coup, bah, j'étais là, oh là là, j'ai crié sur un collègue, j'aurais pas dû. Normalement, on est censé, enfin, justement, avancer ensemble dans la même démarche, etc. Je peux pas le discréditer devant les jeunes. Et du coup, enfin, j'ai fait mon petit mail en me disant, c'est sûr, ça va me retomber dessus. Et ce qui a été super cool, c'est que les autres professionnels m'ont dit, mais en fait, non, enfin, t'as bien fait parce qu'effectivement, la violence, on ne peut pas l'accepter de qui que ce soit. Enfin, la violence, ça tient pas, même entre nous, on ne se bat pas, enfin, on ne se bat pas, c'est tout, point. Et ça m'a fait du bien. Et malheureusement, donc c'était encore le directeur qui était maltraitant. Du coup, ça s'est fini à, on a été tous convoqués. Et le directeur a dit, bon, bah, maintenant, vous prenez un peu plus de distance avec les jeunes, fin de l'histoire. Donc, ok. Bon, après, les choses sont des faits que c'est grâce au... Enfin, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. Il y a eu... Bon, tout était défaillant, mais comme j'ai vu dans les commentaires qu'il y avait plein de gens pour qui c'était le cas, ça me rassure. Du coup, effectivement, il y avait... toute l'institution était défaillante, principalement dû à des prises de décision qui étaient mauvaises, des mauvaises embauches qui n'étaient pas bien jugées, des restrictions budgétaires qui étaient super strictes et non justifiées. Enfin, je me souviens qu'on est venu, enfin, on s'est battu pour avoir 3 œufs pour faire une galette des rois. Enfin, ça a été très compliqué. Et l'ARS a été au courant, nous a répondu qu'elle avait toute confiance dans la direction. Le médecin du travail, on ne sait pas pourquoi, a perdu le dossier. Enfin, il s'est passé plein de trucs, c'est remonté de presse. Grâce aux associations de personnes handicapées, etc., on a réussi à faire déloger ce directeur. Et enfin voilà, ça allait très loin. Et en même temps, ça allait très loin aussi dans l'institution. On a tous vu et je pense qu'on a tous... Je ne sais pas si on a tous dérapé, mais en tout cas, on a tous été à la limite de... Enfin, on s'est tous posé la question de est-ce que là, enfin, éthiquement, où est-ce que je me place? Parce que là, ça va trop loin et mon éthique est touchée. Et du coup, enfin voilà, ça arrive à un moment, on a perdu énormément de très bons collègues pour ça, à cause de ça, qui disaient non mais là moi je peux plus. On a de l'épuisement professionnel et comme on en a déjà parlé, enfin voilà, ça a entré. En fait, ça faisait boule de neige. Là on a, là, j'ai fait tomber, pardon. Du coup là il y a l'EPNAC qui est sur le dossier, donc c'est un comité d'éthique. Et on a justement été formés au geste de comment contenir une crise. Parce qu'on a quand même des jeunes qui ont des grosses crises de violence qui sont... Enfin, ils se tapent la fin. Voilà. Comme on peut... Il y a une partie psychiatrie, donc on peut retrouver des troubles qu'on retrouve en psychiatrie. Il y a des carences affectives, donc les éducateurs expliqueront pardon, ça mieux que moi. Effectivement, donc c'est des grosses crises de violence. Et on a, avec la direction, on a des gestes maintenant qu'on a le droit d'utiliser où tout le monde est d'accord, où si je vois moi ce geste-là, je sais que c'est pas maltraitant parce que c'est validé et on l'a essayé. Donc du coup, ça s'appelait Groupe 9 et c'est des anciens de la police qui nous proposaient ça. Et du coup, c'est effectivement que des gestes qui ne font ni mal, qui font mal à personne, mais qui vont permettre de maîtriser, d'arrêter, de contenir le jeune en question, peu importe le gabarit, parce que moi je suis minuscule. Enfin, je fais je fais moins d'1m60, je crois, je fais 1m55 et on a essayé sur le mec de la formation, c'est une armoire à glace, quoi. Il est immense et on a essayé de comment faire sortir quelqu'un d'une salle sans utiliser la violence, mais juste en accompagnement, etc. Et c'était passionnant. Et du coup, c'est passionnant et très utile parce qu'on a pu essayer le jour même de la formation, vu qu'il y a des crises régulières. Et effectivement, ça marche et personne n'a souffert. Même si on a dépensé beaucoup de calories, personne n'a souffert. Et du coup, voilà, l'institution se remet tranquillement de ça. Mais effectivement, quand la recherche, je vois le commentaire d'Asma, effectivement, quand la hiérarchie est défaillante, en fait, on se sent surtout très impuissant. Et je pense que c'est ça, c'est que il y en a, en fait, on est toujours dans la limite de quand est-ce que je me protège moi et comment je tiens pour tenir mes collègues et mes patients. Il y a beaucoup je pense que pareil, tous les collègues ont eu cette question-là à un moment donné, est-ce que je quitte? Est-ce que là, je me protège moi en disant je me casse et tant pis, je vous laisse? Ou est-ce que justement, on se dit vas-y, on serre les coudes, on y va et on avance. Et d'ailleurs, c'est grâce, on a développé une très forte alliance entre nous, entre collègues, on a un peu l'ennemi commun. Et c'est vrai que c'est beaucoup les anciens qui ont œuvré pour montrer cette maltraitance, qu'on portait plainte, qui ont fait les démarches. C'est beaucoup d'anciens pros qui nous ont dit on ne vous lâchera pas, on est toujours là, même si on n'est plus embauché, on a ce pouvoir justement de parler. Parce que nous, on était soumis et ça nous revenait souvent dans la face de et vous avez le devoir de réserve, vous n'avez pas le droit de parler, faites attention à ce que vous dites, etc. Ouais. Du coup, voilà. Mais
Ouais, ouais. Du coup, ouais, mais je vois dans les commentaires, il y en a plein qui ont eu des directions défaillantes ou des collègues défaillants ou plein de choses. Du coup, ça me fait du bien. Je me dis, oh là là, on n'est pas tout seul. Mais effectivement, ce burn-out, en fait, moi, je veux le replacer surtout à où est mon éthique et qu'est-ce que je fais. En fait, c'est un peu la tartine, quoi. Qu'est-ce que je suis prêt à supporter pour rester ou pas, quoi. Mais tu sais, c'est vrai que c'est une expérience que j'ai vécue. En fait, moi, j'ai vécu les deux aspects, c'est-à-dire que j'ai vécu des directrices défaillantes, maltraitantes, etc. Et j'étais moi-même directrice défaillante à ce moment-là où j'avais les trois structures dont je parlais. Donc voilà, j'avais une micro-crèche qui tournait super bien, j'en ai une seconde. Les deux micro-crèches tournaient super bien, et quand j'ai eu la troisième crèche, là, j'étais sous l'eau et je voyais que je maîtrisais plus rien du tout et que mes équipes sur les trois crèches, même mes anciennes et que je connaissais bien, avec qui j'avais des relations hyper bienveillantes et on se connaissait depuis 5 ans, mais je voyais que ça devenait n'importe quoi et elle me disait, mais on te voit plus, Christelle. Et on sent que quand la directrice n'est plus là sur les structures, ah, ça devient du n'importe quoi. Et les professionnels lâchent et c'est vrai qu'elles ont besoin aussi d'un manager qui soit quand même bienveillant, mais qui soit présent en fait, qui ait la porte ouverte, qui soit à l'écoute, qui soit disponible, qui puisse les écouter. Et, Oui, qui prennent le terrain aussi. et aussi sur le terrain. Ouais. Moi, je trouve pas déplorable qu'il y ait de plus en plus de directions où on nous demande de plus en plus de structures en même temps parce que c'est plus rentable. Mais moi, je trouve que pour les professionnels sur place, c'est pas l'idéal. Alors, je comprends les enjeux financiers notamment, mais voilà. Moi, en tout cas, j'ai pas pu. J'ai des collègues qui y arrivent très bien et tant mieux pour elles. Moi, ça correspondait pas à mon délire. Et effectivement, il a fallu que je m'en rende compte au bout d'un moment parce que je pouvais pas être partout. Et il y avait des crèches que je voulais pas lâcher, mais moi, j'ai lâché complètement. Et il a fallu assumer à un moment en me disant, là, tu peux plus, là, tu leur dois rien, donc là, faut que tu arrêtes, faut que tu partes et faut que tu ailles ailleurs. Là, tu fais plus de bien. Mais c'est vrai que ouais, c'est pas facile, mais il faut pouvoir aussi le faire. Écouter comme il faut partir quand il y a besoin. Si on est plus, s'il y a plus de bonheur au travail, ben, Ouais. ça résume cette petite. Ouais, je trouve que le témoignage d'Élise, il regroupe un petit peu ce cocktail Molotov qu'on disait en début là, des différents facteurs, c'est-à-dire la combinaison du manque de reconnaissance, la combinaison de l'exposition à de la maltraitance qui vont te remettre en question sur ton identité professionnelle, ta place de professionnel, sur le respect de tes valeurs dans ton travail. Est-ce que je me confronte ou pas aux personnes, aux autres, les conflits avec tes collègues, la question de la surcharge aussi de travail, du déglissement de tâches, des dépassements de tâches avec des feux en fonction d'eux qui sont pas vraiment les compétences et qui vont du coup te rajouter aussi du travail à toi parce que concrètement si il y a un faisant fonction de psychomate, potentiellement l'enfant il va aller encore moins bien et potentiellement c'est le collègue d'après qui va récupérer quoi. Donc c'est aussi toutes ces questions-là et c'est vrai qu'on revient du coup dans ton expérience et au-delà en fait de l'épuisement professionnel, c'est aussi je pense la question aussi de l'usure de compassion. Pour le coup, tu as une vraie fatigue d'exposition quotidienne à des scènes horribles de maltraitance où c'est pas genre une fois, parce que souvent dans des institutions, heureusement, ça arrive une ou deux fois. Là, ce que tu racontes, et pour avoir lu l'article sur l'institution en question, c'est une exposition qui est quotidienne, qui est régulière, qui était régulière et quotidienne dans votre structure. Et, euh, et pour moi, ça dépasse pour moi, c'est vraiment là, t'es vraiment dans le cadre de l'usure de compassion où t'es exposé quotidiennement à des scènes horribles et où il y a aussi une perte aussi dans les croyances de ta place d'identité professionnelle, quoi. Bien sûr. C'est vrai qu'à un moment, tu as l'impression de te regarder et tu te dis, mais qu'est-ce que je suis devenue, quoi. Entre mes idéaux, on en parle, comme vous disiez, les petits jeunes qui arrivent, plein d'idéaux, plein de motivation. On se dit, mais attends, mais de là à de là, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi je suis comme ça? Pourquoi j'accepte des choses que j'aurais jamais acceptées avant? Enfin, il y a... je me dis, au bout d'un moment, on se regarde, on se dit, ouais, comment... il en parlait vachement bien, Éduc 3, de comment je me vois dans 10 ans. Et je trouve ça chouette de se rappeler comment on avait prévu de se voir aussi il y a 10 ans. Ouais.
et tout ce qui s'est passé, en mieux et des fois moins bien aussi. Faire des bilans régulièrement sur. Donc, je me vois dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans, c'est une bonne question, tiens. Je vais y réfléchir pour la prochaine fois. Mesdames, je vous remercie beaucoup d'avoir participé à ce live. Bah, merci surtout d'avoir accepté. Enfin, moi, j'ai appris plein de trucs. Ouais, moi aussi. Merci beaucoup pour vos témoignages et vos partages. Vous avez beaucoup participé, partagé, échangé dans le chat ou avec nous. C'était super, super cool. Je suis vraiment contente et je m'attendais pas. C'était chouette. Super. Voilà, comme quoi j'ai bien fait de maintenir malgré ma forme sniff. Donc voilà. Voilà, ben, je vous dis merci beaucoup. Laura, on fait des petits messages tout à l'heure. Ça marche, notre petit débrief. Merci beaucoup à tous. Merci pour les échanges aussi dans le chat. Et merci de m'avoir invité, Christelle. Enfin, c'est vraiment génial. J'ai vraiment apprécié ces échanges pluridisciplinaires et voilà. Merci. Et je vous taguerai tous ceux qui ont participé dans la publication que je ferai peut-être demain. Là, ce soir, je suis fatiguée. Puis là, j'ai un petit bonhomme qui va aller se coucher, donc je vais aller faire des bisous. C'était là pour tout le monde aujourd'hui, enfin pour certaines personnes. Donc voilà. Sinon, les lives, le prochain live, vous verrez bien. En tout cas, quelques jours pour ceux qui sont en VAE, EJE, vous aurez une grosse surprise maintenant qui va arriver bientôt. Donc, ne quittez pas, restez pas loin. Ça va arriver très très bientôt. Merci Magali, merci Elise, merci Laura, merci à Cyril et à qui j'ai oublié. Tout le monde, c'est bon. Donc voilà. À bientôt. Gros bisous tout le monde. Elle est déjà partie. Et ben, Bonne voilà. soirée. C'est comme ça.